Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte et je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir fermer la sonnerie de leur téléphone portable. La Commission est réunie afin de procéder à l'interpellation du député de Saint-Jean au ministre de la Sécurité publique sur le sujet suivant, la situation des sinistrés du Haut-Richelieu. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Chevary, Île-de-la-Madeleine, est remplacé par Monsieur Billette Huntingdon, Monsieur Sklavounos Laurie-Dorion par Monsieur Pigeon-Charlebourg, Madame Baudouin-Mirabel par Monsieur Turcotte-Saint-Jean et Monsieur Cloutier-Lac-Saint-Jean par Madame Bouillé-Iberville. Merci. Je vous rappelle brièvement le déroulement de l'interpellation. Dans un premier temps, le député de Saint-Jean disposera d'un temps de parole de 10 minutes pour sa déclaration d'ouverture, suivi du ministre qui aura un temps de parole équivalent. Par la suite, des périodes de 5 minutes seront allouées selon la séquence suivante. Un député de l'opposition, le ministre, un député du groupe parlementaire formant le gouvernement. Finalement, 20 minutes avant la fin de l'interpellation, j'accorderai 10 minutes de conclusion au ministre, suivi d'un temps équivalent au député de Saint-Jean. Si un intervenant n'utilise pas totalement son temps de parole, cela ne réduit pas pour autant la durée de l'interpellation. Et je vous rappelle que le débat ne peut, à moins d'un consentement, se prolonger après midi. Sur ce, Monsieur le député de Saint-Jean, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On jugeait important, ma collègue d'Iberville et moi, de tenir cette interpellation pour souligner et rappeler au ministre et au gouvernement certaines informations que nous avons déjà transmises et faire en sorte que les sinistrés du Haut-Richelieu puissent avoir des réponses à leurs questions. Avant d'aller plus loin, je vais faire un rappel des faits. 22-23 avril 2011, l'eau monte et les résidences sont inondées. Il faudra 2 mois pour que l'eau se retire. Le 26 avril 2011, Joanne Gostin de mon bureau contacte le cabinet du ministre pour demander un décret d'aide pour la zone inondée. Le 28 avril 2011, le ministre vient annoncer le décret dans la circonscription de Saint-Jean. Le 29 avril 2011, je contacte le cabinet du ministre afin de lui faire part de la demande de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu qui désire obtenir l'aide des réservistes puisque l'organisation de cette municipalité-là ne suffit plus à la tâche. Le 30 avril 2011, une personne du cabinet du ministre me contacte et me dit que ce n'est pas prévu que l'armée intervienne et m'avise que la Croix-Rouge et la Sûreté du Québec sera déployée sur le territoire du Haut-Richelieu. Le 2 mai 2011, lors d'une première rencontre avec la Sécurité civile et la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, une demande formelle est faite par le maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu pour obtenir l'aide des réservistes. Ils ont besoin de bras et la personne responsable de la sécurité civile lui explique que ce n'est pas prévu pour l'instant de faire appel aux forces armées. Le 3 mai 2011, Marilyn Charbonneau de mon bureau contacte de nouveau le cabinet du ministre pour faire un état de la situation et réitérer la demande de faire appel aux forces armées. La personne du cabinet nous répond qu'il n'est toujours pas prévu que les forces armées interviennent pour l'instant. En soirée, le 3 mai 2011, l'Assemblée publique des sinistrés de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, où les sinistrés sont indignés et demandent l'intervention des forces armées. Le 4 mai 2011, la chef de l'opposition officielle ouvre la période de questions en demandant au premier ministre l'intervention des forces armées, ce que le premier ministre répond favorablement en disant que les démarches sont en cours. Le 5 mai 2011, l'armée est présente dans la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, qui est une des premières municipalités à avoir reçu l'aide de l'armée. Le 17 mai 2011, environ 300 militaires quittent le Haut-Richelieu. Il restera donc plus ou moins 200 militaires qui seront déployés principalement dans le sud du Haut-Richelieu. 40 d'entre eux auront domicile à Saint-Blaise-sur-Richelieu. Toujours le 17 mai 2011, la chef de l'opposition pose une question au premier ministre afin de lui demander un rehaussement des indemnisations, donc un décret spécial qui pourrait accommoder les gens qui devront détruire ou reconstruire à un autre endroit. Le 18 mai 2011, nous interrogeons le premier ministre concernant le programme d'indemnisation et l'aide qui pourrait apporter Hydro-Québec aux sinistrés.
Hydro-Québec nous avise le 18 mai des mesures qu'elle posera pour aider les entreprises. Donc, des constats. S'il y avait un plan d'urgence, les sinistrés ne l'ont pas vraiment senti. Il y a eu beaucoup d'improvisation. Le gouvernement était souvent en mode réaction. C'est comme si le gouvernement ne croyait pas que la situation était aussi grave qu'elle l'était. La plupart des rencontres d'information pour les sinistrés sur l'aide financière ont eu lieu avant l'adoption du 2e décret d'aide financière, ce qui a créé beaucoup de confusion. Des évaluations ont eu lieu avant que l'eau soit retirée. Une fois que les eaux ont été retirées, les sinistrés ont constaté qu'il y avait davantage de dommages que ceux indiqués dans les évaluations. Plusieurs rapports de dommages n'étaient pas clairs et bien souvent ne concordaient pas à l'état réel des dommages subis. Aujourd'hui encore, bien des dossiers ne sont pas réglés, des familles n'ont toujours pas réintégré leur maison, bien des questions demeurent sans réponse et l'hiver approche. Beaucoup de gens ont peur de parler, il y a une loi du silence, nous entendons plein d'histoires d'horreur sur le terrain. Aujourd'hui, nous lèverons le voile sur certaines d'entre elles. Défendre notre monde, c'est le rôle de tous les députés, peu importe notre formation politique. Et nous l'avons toujours fait depuis le début et nous allons continuer à le faire. Et j'aimerais quand même le dire ici, Monsieur le Président, et je trouve ça quand même regrettable à certaines occasions et même plusieurs fois. Nous avons senti, ma collègue et moi, que l'information circulait mal avec nous, peut-être parce que nous étions des députés de l'opposition, mais c'était quand même important que nous soyons informés de la mesure que le gouvernement posait et invités aux rencontres. La plupart des conférences de presse ou des rencontres, nous le savions en étant informés via le fil de presse du gouvernement. Même ma collègue députée d'Iberville a été retenue par l'attaché de presse du ministre lors de la rencontre du 21 mai avec le premier ministre, et c'est ses maires qui sont allés la chercher pour qu'elle puisse entrer dans la salle. Donc, malgré tout ça, nous avons été présents quotidiennement sur le terrain avec les sinistrés, avec les conseils municipaux. Nous allons poursuivre notre travail dans ce sens. Mon équipe et moi, nous avons posé 40 questions à l'Assemblée nationale. Et là, j'inclus la chef de l'opposition officielle, le leader de l'opposition officielle, le député de Verchères, la députée d'Iberville et moi-même. Nous en poserons des questions ici à l'Assemblée nationale tant qu'il sera nécessaire pour défendre nos sinistrés, pour défendre notre monde qui en ont vraiment besoin, Monsieur le Président. Je profite de l'occasion, sur un ton peut-être plus joyeux, mais malgré que ce n'est pas une joie de le faire, mais on doit le faire, souligner le courage des sinistrés tout au long de cette épreuve et encore aujourd'hui. Le travail qu'ils ont effectué et la résilience de leur propriété, de leur vie. Les gens travaillent toute leur vie pour acquérir leur propriété, pour acquérir des biens, pour avoir une vie de qualité. Et par une catastrophe naturelle que personne ne souhaitait et que personne ne souhaite qu'elle se reproduise, ces gens-là ont pratiquement tout perdu. J'aimerais aussi souligner le dévouement des élus municipaux, des employés de la sécurité civile, des pompiers, des policiers, des intervenants psychosociaux du C3S, des bénévoles, mais aussi des amis, des proches, des membres de la famille des sinistrés qui ont aidé, encouragé et même hébergé les sinistrés et qui le font encore. Donc à tous ces gens, merci et bravo pour votre courage. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Alors, la parole est maintenant à Monsieur le ministre pour une durée de 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais reprendre un petit peu l'historique qu'a fait le député de Saint-Jean en apportant des précisions, je pense, bien importantes. Effectivement, le 29 avril, nous étions... 28 avril, c'est-à-dire j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, où j'ai rencontré d'ailleurs le député de Saint-Jean, et où on regardait ce qui se passait, effectivement, l'ampleur des dégâts qui étaient là, avec une météo qui s'annonçait très mauvaise. Dès lors, nous avons pris contact avec l'armée en disant qu'il est possible qu'on vous demande d'intervenir rapidement. Et effectivement, quand le député de Saint-Jean dit que la chef d'opposition a posé une question, que l'armée rentrait l'après-midi, il prête beaucoup de pouvoir au premier ministre et au ministre de la Sécurité publique en pensant que parce qu'il y a eu une question le matin, l'armée entrait en Montérégie le soir même. C'est parce que ça avait été planifié, ça avait été fait et qu'on voyait que la situation allait s'empirant. Il y a eu jusqu'à 800 personnes de l'armée qui sont entrées
Effectivement, il y a eu une baisse d'un certain nombre de militaires le 17 de mai, mais il restait suffisamment de militaires pour combler l'ensemble des besoins, l'ensemble des travaux qu'il y avait à faire. Je rappelle que l'objectif de la sécurité publique, le premier objectif, c'est la préservation des vies. C'est la sécurité des citoyens. Et de ce côté-là, la sécurité publique a fait un travail admirable. Il faut toujours s'assurer que les citoyens ne prennent pas de risques indus. Ils ne sont pas habitués à ce genre de situation-là. Évidemment, ils ne connaissent pas les dangers. Je me reporterai à un autre événement plus récent qui est Irène. Dans le cas d'Irène, il y a eu 300 000 interruptions d'électricité avec les dangers que ça comporte. Tu n'as pas d'électricité, tu veux la rétablir, il y a des fils qui tombent, qui pendent un peu partout, il y a des risques, donc, d'électrocution. Il y a plusieurs risques qui arrivent dans ce genre de situation-là auxquels les gens ne sont pas habitués et auxquels ils ne portent pas l'attention qu'ils doivent porter parce qu'évidemment, et c'est normal, ils veulent d'abord et avant tout protéger leurs biens. Alors, on se rappellera que la sécurité civile, en collaboration avec les autres services, les polices, les gens de la Croix-Rouge, les gens de l'armée, ont dû procéder à plusieurs évacuations. Et ce n'était pas toujours de gaieté de cœur que les citoyens acceptaient d'être évacués. Mais en leur montrant les dangers, le fait qu'on ne pourrait pas les sortir de là parce que l'eau montait trop, finalement, ça s'est déroulé dans un bon ordre et on n'a pas eu à déplorer de perte de vie. Donc, l'objectif premier, qui est d'éviter les pertes de vie, a été atteint. Je le mentionne et c'est important parce que dans d'autres pays, on voit de semblables événements. Et on voit souvent des gens perdre la vie parce que, justement, des précautions élémentaires ne sont pas prises. Les gens prennent des risques, ils n'ont pas le soutien qu'il faut pour éviter de prendre ces risques-là. Et malheureusement, on constate après cela qu'il y a l'irréparable qui arrive. L'irréparable, c'est des pertes de vie. Alors, premier objectif atteint, et je pense qu'on doit reconnaître la compétence de la sécurité civile à ce niveau-là. Deuxième objectif, évidemment, limiter les dégâts matériels. Et un important travail a été fait de ce côté-là, mais je dois le préciser, Monsieur le Président, il n'y a pas d'armée dans le monde, il n'y a pas de groupe dans le monde qui sont en mesure d'empêcher l'eau de monter. Les États-Unis ont l'armée la plus puissante au monde et quand il arrive un dommage de ce genre-là, ils ne peuvent pas empêcher l'eau de monter. Ils peuvent trouver des moyens pour préserver les actifs, aider, mais il arrive à un moment donné, j'ai vu la situation d'ailleurs dans quelques résidences en Montérégie, il arrive à un moment donné où les dégâts sont plus grands de vouloir monter un rempart jusqu'à la hauteur du deuxième étage d'une maison que de ne pas le faire. Et l'une des situations qu'on a vues, que j'ai vues très clairement, c'est que la maison qui était immunisée, dans un cas à Venise, au Québec, la maison a levé comme un bateau. Et donc, les dommages sont aussi considérables que s'ils avaient eu de l'eau dans le sous-sol. Alors, il y a une multitude de choses qui se produisent. La situation particulière de la Montérégie a été la suivante. L'eau est montée à un maximum qu'elle n'avait jamais atteint le 6 de mai. Elle est remontée à un maximum qu'elle n'avait jamais atteint, si je me rappelle bien, le 17 ou le 23 de mai. 23 de mai. Et elle est remontée une troisième fois, après avoir baissé graduellement, à un niveau jamais atteint le 2 juin. Donc c'est 3 inondations que les gens de la Montérégie ont eu à subir. Donc, c'est très éprouvant pour ces gens-là, et on le sait, on le constate, puis on est très sympathique à cette situation-là. Donc, ce sont les deux premiers éléments, les deux premiers objectifs de la sécurité civile. Le troisième est le rétablissement des gens dans leurs biens essentiels. Et dans les biens essentiels ne sont pas considérés, c'est un programme pan-canadien qui est comme ça, ne sont pas considérés les résidences secondaires et ne sont pas considérés certains biens dans la résidence. Je le mentionne parce que le programme donne 80% de remboursement aux biens essentiels, mais on constate à l'usage que les biens essentiels, les dégâts qui sont causés à l'ensemble des propriétés, les biens essentiels ne représentent que 70% de l'ensemble des dommages. Et si vous multipliez le 80% que donne le gouvernement aux 70%, on s'aperçoit qu'il y a 56% qui est payé par le gouvernement et qu'il y a 44% en moyenne qui est payé par les sinistrés, ce qui est une somme considérable. Je le dis parce que le programme est ainsi fait. Je n'ai pas bâti le programme. L'opposition n'a pas bâti le programme. Il existe depuis longtemps. C'est un programme pan-canadien.
donc qui existe depuis un certain nombre d'années avec ses forces et ses faiblesses. Ce n'est pas une assurance, c'est un rétablissement dans les biens essentiels. Et la conséquence de cela, c'est que, pour être bien clair, quelqu'un qui a un dommage de 10 000 a souvent un montant de 4 500 $ à débourser pour se rétablir dans l'ensemble de ses biens. 20 % pour les biens essentiels, 100 % pour le reste de ses autres biens qu'il doit rembourser. Donc, une somme considérable. Et plus le montant de dommages augmente, plus le coût pour le citoyen est élevé. Donc, si vous avez un dommage de 50 000 $, Monsieur le Président, comprenez bien que le risque que vous ayez à absorber entre 10 000 et 20 000 $ est considérable, et ce sont des sommes très importantes pour les citoyens. Nous en sommes conscients, mais ça, c'est l'aspect du programme. L'autre aspect, c'est celui de la rapidité du paiement. Le programme a commencé à être appliqué dès la fin des inondations. Le député le mentionnait, il y a eu des évaluations qui ont été faites avant même la fin des inondations. Je pense que c'était de bonne loi parce qu'il y a toujours des révisions possibles. On essayait d'être justement en avance des dossiers. Et il y a des dossiers qui étaient plus faciles à évaluer parce que plus lointains. Il y avait des dégâts assez loin et au fur et à mesure où l'eau se retirait, il était possible de faire ces évaluations-là. Tout le monde nous pressait de faire ces évaluations-là le plus rapidement possible et nous étions d'accord au fait que ces évaluations-là devaient être faites le plus rapidement possible, même si ça pouvait amener des révisions dans certains cas, puisque en voyant les eaux se retirer, les dégâts pouvaient apparaître plus considérables. Suite à l'expérience du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, nous avons modifié sensiblement les mesures de paiement du gouvernement. Il y a 17 mesures qui ont été modifiées, mais les plus connues, on le sait, c'est le passage de 100 000 à 150 000 $ pour le montant maximum qui était à payer. Je donne 2 autres mesures sur les 17. Je ne les élaborerai pas au complet. Ils sont disponibles. On peut les retrouver facilement pour ceux qui voudraient avoir le détail, là. Mais c'est d'avoir pris le coût de remplacement des dégâts plutôt que l'évaluation municipale. On avait constaté que dans certains cas, c'est peut-être pas le cas de la Montérégie, mais dans certains cas, l'évaluation municipale était inférieure au coût de remplacement et donc que ça causait des problèmes à bien des sinistrés, plus particulièrement dans le Bas-Saint-Laurent. Deuxièmement, le plafonnement du coût pour les municipalités. L'autre chose que nous avons constaté, c'est que les dommages étaient considérables parfois pour les municipalités et donc il y avait lieu que les petites municipalités qui avaient des gros dommages ne soient pas tenues de payer le 25 % ou même le 20 % qu'ils devaient payer, qu'il devait y avoir un plafonnement qui a été établi à 0,25 % de l'évaluation municipale sur une période de 6 ans, ce qui, je pense, a permis à plusieurs municipalités de s'en tirer d'une façon beaucoup plus correcte. Donc, vous voyez, il y a des forces et des faiblesses dans ça. Je reviendrai dans mes prochaines interventions sur l'explication plus particulièrement de l'accélération des paiements que nous avons établis suite à des constats et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des paiements qui sont beaucoup plus rapides qu'elles ne l'étaient. Mais globalement, je pense qu'il faut d'abord reconnaître le travail important que la sécurité civile a fait pour la protection de la sécurité des individus. Je pense que c'était le premier objectif et ça, c'est important et ça a été fait d'une façon très professionnelle. Et deuxièmement, de limiter les dommages matériels. Maintenant, nous en sommes au rétablissement des citoyens et ce rétablissement-là doit se faire évidemment le mieux possible et le plus rapidement possible. Puis nous avons notre 2 heures pour expliquer ce qui se passe et de quelle façon ça chemine. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Saint-Jean, maintenant la parole est à vous pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais entamer un bloc sur la problématique que vivent les sinistrés, des problématiques que vivent les sinistrés. Premièrement, ceux qui ont de l'argent ont payé déjà leurs travaux ou ont fait leurs travaux. Et eux, on n'en entend pas vraiment parler. Malgré tout, ces gens-là attendent quand même, dans certains cas, le remboursement. Un certain nombre de sinistrés, souvent des aînés, n'osent pas déranger et n'ont pas ouvert encore de dossier à la sécurité civile. Mais cependant, ils ne sont toujours pas chez eux et n'ont toujours pas eu d'aide du gouvernement parce qu'ils sont soit timides ou n'osent pas déranger. On le voit beaucoup chez nos sinistrés dans certaines municipalités. La question de l'hébergement. Il y a encore beaucoup de gens à l'hôtel et ce n'est pas par plaisir.
et des gens dans les roulottes, et ce n'est pas par plaisir. L'été, c'est le fun sur un terrain de camping. En mois d'octobre, novembre, quand il fait froid, c'est beaucoup moins plaisant. Donc, j'aimerais que le ministre me réponde par rapport à l'hébergement, où en est les résultats, où en sont les travaux de l'équipe spéciale qui avait été créée sur l'hébergement temporaire. Il y a aussi la question du manque d'informations. Les analystes ne peuvent pas répondre directement, dans certains cas, aux sinistrés quand ces derniers ont des questions sur leur dossier. Les délais de traitement des nouvelles évaluations est beaucoup trop long, des fois plusieurs semaines. On sait que la période pour faire des fondations se termine à la mi-décembre, à moins que le ministère accepte de payer un surplus pour les frais supplémentaires de construction, mais sinon, ce sera les sinistrés qui seront pénalisés. Bien des gens n'ont toujours pas eu de deuxième évaluation de leurs dommages car ils ignoraient qu'ils pouvaient en faire la demande. Il y a encore un bon nombre de gens qui ont dans leur rapport des dommages qui ne sont pas inscrits dans leur première évaluation. Est-ce que le ministre va tenir une rencontre publique pour les sinistrés, pour que ces derniers soient informés adéquatement de leurs droits et leur expliquer comment procéder pour accélérer leur dossier? On demande encore aux sinistrés de présenter 2 soumissions pour les travaux à faire, mais les constructeurs ne veulent pas en faire parce que souvent, ils nous disent, on ne sera pas payé ou ça va prendre trop de temps et on a déjà beaucoup de travail. Puis on a eu aussi les inondations liées à Irène chez nous suite à ces inondations-là printanières dans d'autres quartiers de la région, ce qui fait en sorte que les compagnies sont très surchargées. Un autre problème, c'est que les contracteurs demandent souvent aux sinistrés combien ils ont droit avant de faire l'estimé. Faire en sorte, est-ce que le ministre a des discussions à ce sujet-là avec sa collègue ministre du Travail et en même temps, le ministre pourrait nous parler des résultats des discussions de l'équipe spéciale sur le nettoyage et la reconstruction dans ce sens-là, parce qu'il y avait des discussions avec la Régie du bâtiment et autres dans ce comité-là, donc voir où on en est pour cette équipe. Les rapports d'évaluation des dommages estiment tous les travaux à salaire des sinistrés, donc au salaire minimum. Les gens pensent qu'ils sont donc obligés de faire eux-mêmes leurs travaux ou qu'ils auront ce montant-là pour payer les contractants pour leurs travaux. Donc, quand je vous dis qu'il manque d'informations, c'est souvent à ce niveau-là. Le 27 septembre dernier, le ministre prenait prenait enfin en compte la demande des sinistrés et a annoncé la création d'une équipe d'accompagnateurs spéciale. Une équipe spéciale d'accompagnateurs. Les sinistrés se demandent comment on peut prendre contact avec ces gens-là. On nous dit que c'est leurs analystes qui vont les référer à cette équipe-là. Mais les gens voudraient savoir c'est qui, comment ça fonctionne. Est-ce que nous, on y a droit, on n'y a pas droit? Donc, les gens se questionnent par rapport à ça. Comme si c'était pas assez déjà de malheur pour les gens, beaucoup de sinistrés nous informent que les analystes appellent les fournisseurs, comme exemple Rona ou d'autres compagnies, pour vérifier si la facture a été bel et bien payée. Comme si les gens, on a déjà des difficultés. Donc, c'est des questions qu'on se pose, que j'aimerais avoir des réponses de la part du ministre. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Et donc, la parole est à Monsieur le ministre pour une durée de 5 minutes. Alors, Monsieur le Président, effectivement, on a mis, dès le mois de juillet-août, on a mis en place d'abord, on a ajouté un certain nombre d'analystes parce qu'effectivement, le volume était beaucoup plus élevé qu'il ne l'avait jamais été dans d'autres sinistrés. Je pense, la première fois, on peut le dire, d'avoir autant de sinistrés et où ça dure aussi longtemps que ce que nous avons vécu en Montérégie. Donc, nous avons ajouté des analystes. Nous avons également mis en place l'équipe d'accompagnement, comme le soulignait le député de Saint-Jean, qui permet d'aider des gens qui ont plus de difficultés dans le cas de la reconstruction parce qu'ils ne connaissent moins ça pour quelque autre raison que ce soit ou parce que leurs dommages sont plus considérables. Donc, la façon d'avoir l'équipe d'accompagnement pour eux autres, il suffit d'appeler au bureau à Saint-Jean, au bureau de la sécurité civile à Saint-Jean, et ils pourront embarquer sur ceux qui ont ce besoin-là. Il y a une quarantaine de citoyens actuellement qui
sont avec l'équipe d'accompagnement et on me dit que si besoin est, on pourra ajouter d'autres personnes qui le font, qui pourraient être accompagnées. Ceci dit, on a constaté que malgré ces ajouts-là, moi j'étais convaincu qu'en ajoutant des analystes, j'étais convaincu qu'en mettant une équipe d'accompagnement pour les besoins les plus spécifiques au niveau des paiements, ça irait beaucoup plus vite. Force nous a été de nous rendre compte qu'il fallait modifier le décret. Il fallait modifier le décret pour l'aspect paiement. On l'avait modifié, je l'ai mentionné, pour les 17 nouvelles mesures, mais pour accélérer le paiement, il n'y avait pas d'autre solution que de regarder de quelle façon on payait. Alors, juste pour vous illustrer ça d'une façon simple, on pouvait payer jusqu'à 50% faire 50% d'avance sur le montant dû par le gouvernement en fonction de l'évaluation qui a été faite. Je reviendrai sur la question de l'évaluation plus tard. Là. Et il y avait une espèce de cercle vicieux là-dedans. Il y a des gens qui disaient, bon, on a reçu un montant, mais on n'a pas assez pour investir, on n'a pas de le cash. Ce que soulève le député de Saint-Jean est bien réel. Il y a des gens qui ont les moyens, eux autres qui ont donc le fonds de roulement pour attendre, mais ceux qui ne l'ont pas se retrouvaient dans une situation où on était bloqué. Et ce que nous avons fait il y a 2 semaines, c'est de passer un décret où les avances peuvent aller jusqu'à 100% de ce que nous devons aux citoyens en fonction de l'évaluation pour les dossiers de 50 000 de dommages et moins, c'est-à-dire la très grande majorité des dossiers. Quant aux autres dossiers, ceux de 50 000 et plus, on peut aller jusqu'à 80% au lieu de 50%, encore une fois, des dégâts. Donc, même si c'est de moins nombreux dossiers, à 80%, ça donne de cash flow, excusez-moi l'expression anglaise, la trésorerie nécessaire pour entreprendre leur démarche. Ça donne les résultats qu'on escomptait. Actuellement, il y a eu plus de 1100 chèques d'émis en Montérégie seulement, de dossiers que je considère comme, sur le plan financier, fermés. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas demander une seconde évaluation s'il y a lieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas manifester leur désaccord sur le programme comme tel, à l'effet qu'on paye 80% et non pas 100% et seulement des biens essentiels ou non. Ça, c'est un point de vue qui leur appartient, sur lequel ils ont droit. Mais à tout le moins, pour la question du paiement des argents, il y a presque la moitié maintenant, et ce chiffre-là va continuer à augmenter parce qu'à mon avis, les dossiers où il y a moins de 50 000 de dommages sont plus de 90% des dossiers. Donc, il n'y a pas de raison que d'ici quelques temps, on en arrive à une situation où il y aura un paiement à 100% qui aura été fait de l'ensemble de ces dossiers-là. Nous restera les dossiers plus complexes, les dossiers plus difficiles, et ça existe. Il y en a plusieurs, mais à tout le moins, on aura diminué l'ensemble des dossiers sur lesquels on aura à travailler, puis on pourra mettre l'ensemble de nos énergies maintenant sur les quelques centaines de dossiers qui pourront rester et qui exigent davantage de travail pour accompagner les gens et pour les sortir de la difficulté dans laquelle ils vivent. Il y a effectivement encore 13 personnes qui sont à l'hôtel, 5 en roulotte. On essaie de régler ça. C'est un chiffre qui diminue graduellement. Je tiens à rappeler qu'il y avait 1000 personnes, plus de 1000 personnes évacuées, peut-être même 1600. C'était 1000 résidences, mais 1600 personnes évacuées. Actuellement, à l'hôtel, il en reste 13 et dans les roulottes, il en reste 5. On voudrait que ce soit 0, mais les efforts ont été considérables et se poursuivent. Donc, on espère en arriver à régler également cette question-là rapidement. Merci, M. le ministre. Alors, la parole est maintenant au député de Huntingdon pour 5 minutes. Bien, merci beaucoup, M. le Président. Je veux d'entrée de jeu saluer le ministre et également toute l'équipe de son cabinet, le sous-ministre également, des gens que j'ai appris à bien connaître lors des malheureux événements, et également mes collègues de l'opposition officielle et mes voisins de comté également. Je vous salue à ce magnifique vendredi matin. Je pense qu'il est important pour les gens qui nous écoutent actuellement. Ils entendent beaucoup de dates, de décrets qui ont été avancés, d'actions qui ont été posées par le gouvernement. Mais je pense que c'est important pour les gens d'entrée de jeu qui sont à l'écoute avec nous ce soir de rappeler peut-être les faits. La situation qui ont apporté des inondations comme qui ne sont jamais vues dans la région, le long du Richelieu. C'est une catastrophe vraiment exceptionnelle, que ce soit par sa durée. Lorsqu'on dit que des maisons sont inondées pendant 2 mois, je le vis souvent à l'autre bout du comté de Huntingdon avec la rivière Chateauguay qui malheureusement déborde annuellement, mais c'est une catastrophe qui dure 1 journée ou 2. C'était vraiment exceptionnel et on parle de quelques dizaines de maisons dans ce cas-là. C'était vraiment exceptionnel que ça dure 2 mois et l'étendue des dégâts également, le nombre de maisons, 3000 résidences, c'est énorme.
qui ont subi une telle catastrophe. Et dans les catastrophes naturelles du Québec, c'est sûr et certain que le Saguenay a été, je pense, un événement. Il y a eu des morts, des personnes qui sont décédées malheureusement, mais c'était violent. Mais au niveau d'impact, je pense, de durée, d'étendue des dégâts, je pense que c'est une des catastrophes les pires que le Québec a dû vivre depuis qu'on tient des registres à ce niveau. C'est malheureusement un événement très malheureux qui s'est terminé, il a débuté à la fin avril, s'est terminé à la fin juin. Et je pense que c'est important pour les gens à l'écoute que les explications soient bien claires. De la manière fonctionne le bassin versant. Premièrement, on a les Adirondacks et les Green Mountains du Vermont qui versent leur eau, que ce soit la fonte des neiges ou l'eau de pluie, dans le lac Champlain, qui, lui, n'a qu'une seule porte de sortie, qui est la rivière Richelieu. Donc, c'est un des plus grands lacs qu'on retrouve dans l'est de l'Amérique du Nord. Et il faut se rappeler que l'hiver dernier a été un des hivers les plus neigeux dans le sud-ouest du Québec et également dans les Adirondacks. Juste donner un exemple, le 7 mars 2011, il est tombé 70 cm dans l'État de Vermont en une seule journée. Et tout ça a fait en sorte que le 18-19 mars, il y a eu un redout. Les rivières étaient déjà gonflées à ce moment, étaient à leur plus haut niveau qu'on n'avait jamais vu. Et pour rajouter au danger que représentait la fonte, la mi-avril, il y a eu une autre tempête de neige dans l'État du Vermont qui a laissé 100 cm de neige. Donc, on parle qu'en un mois, c'est au-dessus de 200 cm de neige qui sont tombés à la fin de la période estivale. Donc, c'était une neige qui était pour fondre rapidement. Et malheureusement, à la mi-avril, il y a eu un redout. Ça s'est maintenu au-dessus de 10 degrés toujours. Les températures étaient chaudes. Le 23 avril, début, on pourrait dire vraiment de l'hémorragie de cette catastrophe-là. Le lac Champlain est fait, c'est comme un genre de bassin, c'est comme un bol d'eau. Le vent est venu du sud. Et lorsqu'on souffle dans un bol d'eau, soufflez dans le bol d'eau, vous allez voir que l'eau va monter d'un côté. Le lac Champlain fait exactement la même réaction. Lorsque le vent vient du sud, le niveau d'eau monte d'un côté. Donc, la catastrophe a débuté le 23 avril. Le 29 avril, l'eau avait déjà atteint un niveau qu'on n'avait jamais vu dans des zones qui n'avaient jamais été inondées. Et le maximum a vraiment été atteint le 5 et le 6 mai, où 3000 résidences ont été touchées. 1000 personnes ont été évacuées. C'était la catastrophe, comme j'ai dit, la plus importante. Le 20 mai, d'autres orages, en plus, pour en rajouter, sont venus faire en sorte que le niveau a encore monté. Le 20 mai, juste donner un exemple, il y a une rivière au New Hampshire qui a monté de 12 pieds, de 8 pieds en 12 heures. Ça fait que ça vous donne un petit peu le niveau d'eau qui a monté. Et cette eau-là prend toujours deux jours à descendre. C'est la raison pour laquelle, le 23 mai, le lac Champlain de Richelieu a atteint un niveau record, dépassant même le record du 6 mai de plusieurs centimètres. Heureusement, le 24 mai, on a vu que l'eau a commencé à baisser. Le vent a baissé également. C'était maintenant des vents de l'ouest comparativement au sud. Le 8 juin, la moitié des maisons inondées, l'eau s'était maintenant retirée. Le 17 juin, on ne comptait que 345 résidences. Et le 19 juin, il reste encore quelques sous-sols. Et la tragédie a pris fin, là, vraiment, on peut dire, tout était dégagé le 22 juin. On ne parle pas de v'là 1 an ou 2 ans, Monsieur le Président. On parle plutôt de 4 mois. Un petit peu plus que 4 mois, 1 semaine. Dans l'esprit des gens, des fois, ça paraît très loin, mais il faut se rappeler que la tragédie a pris fin le 22 juin. Puis, il ne faut pas se regarder uniquement. Les États-Unis ont été très durement touchés. On parle souvent du Richelieu, également dans l'État du Vermont, et également l'État de New York. Il y a eu plusieurs maisons, des villages entiers qui ont été inondés. Donc, c'est une catastrophe qui touchait, oui, le Québec de façon très importante par le nombre de résidences, mais également nos voisins américains de l'État de New York et du Vermont ont également été très touchés. Merci, Monsieur le député de Huntingdon. Et la parole est de nouveau au député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais maintenant aborder la question, on pourra revenir un peu plus tard sur l'aide aux sinistrés, mais sur un bloc qui est aussi important, c'est-à-dire l'économie. On avait demandé la création d'un comité, d'une équipe spéciale sur l'économie, sur le développement économique, ce que le Premier ministre a accepté. Et on aimerait avoir un portrait de la part du ministre
sur le portrait de l'économie locale. Donc, les suites des travaux de l'équipe spéciale sur le développement économique. Parce qu'on sait que dans le centre-ville de Saint-Jean, beaucoup de commerces ont été touchés, surtout les restaurants, mais aussi d'autres commerces. Parce que les gens avaient pour leur dire, bon, ben, on n'ira pas dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu parce que c'est inondé. Et on voyait tellement ça gros à la télévision. Vous, Monsieur le Président, vous venez pas de Saint-Jean, fait que vous deviez penser que toute la ville au complet était inondée, mais dans les faits, c'était quand même certains quartiers, mais ces quartiers-là étaient vraiment inondés, mais la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu était accessible. On a eu beaucoup d'appels à notre bureau, mais aussi l'Office du tourisme a eu des appels parce que les gens avaient l'impression qu'on ne pouvait pas se rendre à Saint-Jean par autoroute et les gens avaient peur que même l'International de Montgolfière au mois d'août soit annulé à cause des inondations. Donc, avoir un portrait de l'économie, de l'aide qui sera apportée à ces entreprises-là, les commerces du centre-ville, mais aussi les travailleurs autonomes. Par rapport aux organismes qui viennent en aide aux entreprises, on pense au CLD, on pense aussi à la Chambre de commerce du Haut-Richelieu, d'autres organismes qui accompagnent les entreprises qui ont accompagné ces entreprises-là parce qu'il y avait des entreprises sinistrées, mais il y avait aussi des entreprises qui, on pourrait dire, sinistrées sur le plan économique parce qu'ils ont eu des répercussions des inondations. Donc, est-ce que les organismes de développement économique seront accompagnés, auront une aide spécifique sur le plan financier? J'aimerais aussi aborder la question des terrains de camping. Dans ma circonscription, j'en ai au moins un qui a été touché, mais ma collègue d'Iberville en a plusieurs dans sa circonscription, principalement dans la région de Venise, en Québec. Donc, c'est des gens, on sait, c'est des roulottes qui étaient là, des gens qui... la roulotte est endommagée, quasiment à perte totale, donc il y a beaucoup de difficultés à relancer ces terrains-là, parce qu'il n'y a pas personne qui réserve son terrain en juin pour venir passer l'été là, surtout quand le terrain est encore boueux ou mou. Donc, est-ce qu'il y aura une aide apportée au terrain de camping, parce que c'est quand même un moteur de l'économie locale dans nos municipalités. Sur le plan aussi du tourisme, c'est lié avec les terrains de camping. On pourrait parler aussi des marinas ou autres. Dans ma circonscription, Marina Saint-Tropez, Marina Le Nautique, d'autres marinas aussi à Sabrevois qui ont été touchés. Il y a une campagne publicitaire qui a été annoncée par le gouvernement. Est-ce qu'on a les résultats de la première année de cette campagne publicitaire-là? On sait que la campagne était beaucoup axée sur la Montérégie pour inciter les gens à venir en Montérégie. Cependant, on sait que c'est pas l'ensemble de la Montérégie qui était inondée, c'était plus spécifiquement le Haut-Richelieu, une partie de Rouville et une partie de Brome-Missisquoi, mais principalement le Haut-Richelieu. Donc, est-ce qu'il y a des résultats de cette campagne publicitaire-là? Est-ce qu'on est capable d'avoir, puis je le répète, des résultats de travail où on en est sur le comité économique de développement, l'aide qui sera apportée aux entreprises, aux commerces du centre-ville et d'ailleurs aussi d'autres quartiers, des travailleurs autonomes, et avoir un portrait pour les terrains de camping et les autres, parce qu'on sait que c'est 11 millions de dollars qui ont été perdus pour notre entreprise. Ça, c'est une évaluation du mois d'août, mais on sait que c'est beaucoup plus que ça. Maintenant, on parle en millions, c'est des centaines de millions qui ont été perdus. Des impacts négatifs qui ne pourront pas être retrouvés parce que sur le plan du tourisme, c'est pas vrai que l'année prochaine, les gens vont avoir plus d'argent pour venir dans le Haut-Richelieu pour venir nous visiter. Les gens ont un budget annuel pour le tourisme, mais quand il est passé, ben les gens ont été ailleurs, mais ils sont pas venus nous voir. Donc, c'est de l'argent qu'on a perdu cette année. Déjà qu'on sait que le centre-ville, les entreprises ont souvent été touchées pour d'autres problèmes. Donc, est-ce que le ministre peut nous dire, le comité de travail sur l'économie, les terrains de camping, les organismes économiques et la campagne publicitaire sur le tourisme, avoir les résultats de cette campagne? Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Alors, Monsieur le ministre, la parole est à vous de nouveau pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, quand il y a un désastre de ce genre-là, il y a des conséquences économiques. On le sait, le gouvernement a dit qu'il mettra en place des choses pour aider sur le plan économique. Mais avant de parler plus spécifiquement de ça, je veux parler de la prise en charge par les citoyens eux-mêmes de leur situation, qui a été magnifique au niveau de la Montérégie. Il faut se le rappeler, il faut s'aider, et les gens de la Montérégie se sont aidés. On sait que Michel Fecteau
a mobilisé les gens dans un organisme qui s'est appelé SOS Richelieu. Et que l'aspect le plus visible de cet événement-là, mais je ne dirais que l'aspect le plus visible parce qu'il y a eu beaucoup d'autres démarches de fait par SOS Richelieu, ont été les journées où on a fait appel à l'ensemble de la population du Québec pour venir aider les sinistrés et venir nettoyer les terrains. Alors, ça a été un immense succès, non seulement sur le plan de l'aide aux sinistrés. On sait que la première journée, d'ailleurs, les quelques 2000 bénévoles qui sont venus ont fait tellement de travail que le lendemain, ça prenait 2 fois moins de bénévoles et que finalement, à la fin de semaine qui a suivi, il y a eu une journée au lieu de 2 pour ce travail-là, étant donné que le travail était à peu près fait. Je pense que ça a donné, en passant, là, et ça, ce n'est pas grâce au gouvernement, puis ce n'est pas grâce à l'opposition, c'est grâce à SOS Richelieu. Nous, on les a accompagnés, on a fait le travail. Je pense que la coordination entre la sécurité civile et SOS Richelieu a été parfaite. Il n'y a pas eu de blessés, ce que nous craignons, ce que les municipalités craignaient. Il n'y a pas eu d'événements déplorables. Et les bénévoles sont venus pour travailler. Puis ils ont travaillé, puis ils ont fait beaucoup de choses. Et ça a été une publicité considérable, je pense, pour la Montérégie. D'ailleurs, le député de Huntingdon va intervenir dans son 5 minutes tout à l'heure, mais il me disait... Les montgolfières, cette année, ont eu un achalandage record. Ça a été la meilleure année des montgolfières cette année à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, il y a quand même eu, au-delà de ce que peut faire le gouvernement, des initiatives locales qui ont permis de rétablir la situation le plus vite possible, puis de dire, regarde, on a fait ce qu'il fallait faire, nos commerces sont ouverts, venez-vous-en, venez chez nous. Et l'une des démonstrations éloquentes, je pense que ça a bien fonctionné, c'est ça. Il y avait beaucoup de questions dans le 5 minutes du député de Saint-Jean, auxquelles je n'ai pas, moi, la réponse comme ministre de la Sécurité publique. La question devrait être dirigée directement au ministre responsable du développement touristique ou du développement économique, mais il y a eu des gestes importants qui ont été posés et il y a des suivis qui sont faits. Ce sont des suivis à plus long terme. On sait qu'il y a des conséquences économiques de ce genre de situation-là. Le député a évoqué celles qui concernent plus particulièrement les commerces, les terrains de camping qui, en passant, peuvent être indemnisés en autant que ce soit le revenu principal de la personne. Dans le programme, oui, indemnité possible jusqu'à un montant qui est de 200 000 si mon souvenir est bon, mais en autant que ce soit le revenu principal de la personne. Si ce n'est pas le cas, il ne peut pas être indemnisé. Le député me soulignait, le député d'Huntington me soulignait également que les marinas ont eu une année très acceptable étant donné les circonstances et que donc, avec les efforts locaux, les contacts qui sont maintenus entre les gens qui s'occupent d'économie dans le local et le ministère, on pense que la situation à long terme ne sera pas aussi grave qu'elle ne l'aurait été autrement. Là où un problème se présente, c'est dans certaines municipalités où, on le sait, il y a des gens qui ne se reconstruiront pas. On a permis la reconstruction en autant qu'il y ait immunisation. Je tiens à le rappeler, c'est une décision qui a été reçue avec ambivalence, je dirais, de la part de la presse et des gens en dehors de la région. Mais je tiens à rappeler que tout en interdisant la reconstruction dans la zone 0-2 ans, on a permis la reconstruction, ce qui n'était pas le cas auparavant, dans la zone 2 ans, 20 ans, en autant que les gens s'immunisent. Et effectivement, dans le programme d'indemnité, l'immunisation ne fait pas partie du programme d'indemnité, donc ils doivent le faire à leurs frais, mais à tout le moins. En termes de préservation du bâti de cette région-là, on permet à ces gens-là, à ces 150 résidents-là, c'est à peu près le nombre de personnes qui perdent complètement leur résidence, on permet à la plupart d'entre elles de se reconstruire, donc de préserver le bâti, donc de préserver les taxes, l'assiette de l'évaluation municipale pour que les municipalités, elles, n'aient pas de difficultés financières à s'administrer. Merci, M. le ministre. La parole est donc au député de Huntingdon pour une durée de 5 minutes. Merci beaucoup, M. le Président. Je veux continuer un petit peu parce que le ministre m'a incité à le faire au niveau des retombées économiques. Je pense qu'il faut mettre en contexte, premièrement, la réalité météorologique qu'on a vécue ce printemps à la grandeur du Québec. C'est sûr qu'il y a des entreprises commerciales, des restaurants, des marinas, entre autres,
qui ont écopé beaucoup de la température. Ceux du Richelieu ont dû vivre avec les inondations, qui est un impact vraiment majeur. Mais moi-même, étant un amateur de bateaux, je vais vous dire, j'ai pas fait de bateau avant la fin juin. Il faisait pas beau. Donc, les impacts sont durs à calculer, à savoir relativement à la météo qu'il y avait à la grandeur du Québec et ce qu'on vivait dans le Richelieu. Pour avoir rencontré plusieurs personnes, aussi bien des marinas, parce que j'en ai plusieurs à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, qui est une des municipalités du comté de Huntingdon, que ce soit la marina Fortin que j'ai rencontrée, la marina Gosselin, ces gens-là m'ont affirmé qu'ils ont eu une très bonne année, malgré le fait, parce que dû au fait qu'ils ont pu se reprendre, et c'était l'image qui était similaire à travers le Québec. Et lorsque le député de Saint-Jean parle d'un impact touristique très négatif au niveau de la région de Saint-Jean, du Richelieu, comme le ministre le disait, une année record au niveau du Festival des Montgolfières de Saint-Jean. Donc, c'est à savoir comment on peut calculer l'impact par rapport aux résultats qu'on obtient sur le terrain, que les entreprises me disent avoir obtenus, versus la météo qui était défavorable à toute économie touristique ou commerciale à la grandeur du Québec pendant cette période-là. Que si on ait un restaurant, que ce soit à Huntingdon, à Saint-Jean, lorsqu'on a une terrasse, lorsqu'il pleut, les gens ne vont pas sur la terrasse, donc ça a un impact vraiment important. Je veux revenir également un petit peu sur l'action gouvernementale. Le député en a parlé un petit peu lors de son introduction. Je pense que c'est important de dire toutes les différentes actions qui ont été prises par le gouvernement au cours des 2 mois de l'inondation, qui se poursuivent encore au cours des derniers jours. Le 27 avril, le ministre a annoncé le matin, je me souviens, c'était à 6 heures le matin, qu'il y avait un arrêté ministériel à ce moment-là pour appliquer le programme spécifique. Le 28 avril, il était même sur place. Le député de Saint-Jean était là également. On avait nos bottes d'eau. On les a eues pendant 2 mois, d'ailleurs. Et le 4 mai, on a eu l'annonce de l'armée, que l'armée se rendait pour donner renfort. Et l'armée, il faut revenir là-dessus, fallait qu'il y ait un certain consensus au niveau des municipalités. Les municipalités en ont fait la demande. Et certains d'autres disaient, on est capable avec nos bénévoles, on continue. Parce que les mesures d'urgence sont appliquées vraiment par les municipalités. Donc, il faut que ce soit de façon intégrale que ce soit fait. On ne déplace pas une armée en 12 heures non plus. Il faut que ces gens-là se préparent, qu'ils se déplacent également, qu'ils s'installent pour être prêts à soutenir les gens du milieu. Le 10 mai également, l'équipe de réintégration s'est mise en branle pour informer les gens, accompagner les gens. Je sais que le député de Saint-Jean disait tantôt, peut-être que c'était pas le temps, il aurait fallu changer, les gens étaient pris ou quoi que ce soit, mais je pense que c'était très important, parce que j'ai assisté à 2 de ces rencontres-là. Et on informait les gens ce qui devait être jeté, ce qui devait être conservé, parce que pour éviter des problèmes, éventuellement, que quelqu'un jette sans photo tous les débris ou les accessoires qu'ils ont perdus lors des inondations, je pense qu'on aurait vécu des problèmes beaucoup plus importants, et surtout pour les sinistrés, de ne pas avoir eu à ce moment-là le matériel nécessaire lorsque viendrait le jour des inondations. Le 11 mai, le programme d'aide a été bonifié pour soutenir les gens, à l'image un petit peu ce qui s'était passé avec les hautes marées. Il y a également un programme on a très peu parlé, qui a très bien fonctionné, c'est le programme d'entraide entre les municipalités. D'autres municipalités de partout à travers le Québec sont venues prêter main forte à nos municipalités. Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, je vais vous donner un exemple, ils ont un employé municipal. Donc, pour lui, faire tous les travaux seuls, c'était impossible. Il a travaillé très fort, il a très bien travaillé, mais il avait besoin de soutien également, d'expertise et de machinerie des autres municipalités, fait que ça a été bien apprécié. Le 21 mai, il y a eu une rencontre du premier ministre encore avec les maires, il y a eu une visite du premier ministre le 23. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs actions qui ont été apportées. Puis comme député, je pense, de la région, de Huntingdon également, je veux remercier plusieurs de mes collègues qui se sont présentés tout au long, parce que les gens, on n'est pas là pour faire de la politique, mais les gens se sentent toujours bien soutenus lorsque les gens sont sur le terrain, lorsqu'on va voir les gens qui sont sinistrés. Juste le premier ministre est venu 7 fois. Mon collègue de la sécurité publique, lui, il me dit c'est 14 fois. Moi, je lui dis c'est 15 fois. On doit en avoir oublié une à quelque part, mais je le remercie beaucoup de sa présence, de l'écoute surtout des gens. Et je veux dire, le ministre du Tourisme, c'est venu 15 fois. Le ministre des Affaires municipales, la vice-première ministre, Travail, Santé, délégué au transport, éducation, immigration, ressources naturelles, autochtones, aînés, services sociaux, développement économique, famille, délégué aux finances, de l'agriculture. Ce sont tous des gens qui sont venus nous supporter. Je les remercie aujourd'hui. Merci, Monsieur le député Huntingdon. Et je pourrais même ajouter que moi-même, je suis allé sur le terrain. Madame la députée d'Iberville, la parole est à vous pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président.
Donc, nous déplorons, Monsieur le Président, que le programme d'aide financière lors de sinistres n'inclut pas les résidences secondaires, les chalets et les roulottes, comme l'a souligné mon collègue de Saint-Jean auparavant. Malgré nos demandes, des pétitions et l'appui de la MRC du Haut-Richelieu, le gouvernement n'a pas bougé sur ce point. Pourtant, certains dossiers mériteraient vraiment qu'on s'y attarde, car des résidents étaient en processus pratiquement complété d'acquérir non pas une résidence secondaire, mais bien une résidence principale. Les exemples sont nombreux, mais comme le temps est limité, ce matin, j'en expliquerai un seul. Il y a un cas, entre autres, M. Alexandre Manta, qui avait déposé en mars dernier une offre d'achat pour une résidence principale à Sainte-Anne-de-Sabrevois dans ma circonscription. La transaction s'est conclue le 7 avril 2011 avec comme condition bancaire de vendre leur résidence précédente. M. Manta a donc débuté les rénovations de cette maison à Sabrevois avant d'y emménager, bien sûr, ce qui était prévu pour le début du mois de mai. La résidence précédente a été vendue à la mi-mai, mais M. Manta n'a pu intégrer sa nouvelle maison à cause des inondations. Sous prétexte que sa maison antérieure n'était pas vendue, comment la sécurité civile peut-elle considérer qu'il s'agissait d'une résidence secondaire? Si la maison n'avait pas été vendue, les anciens propriétaires auraient été dédommagés par le programme. Alors, Monsieur le Président, pourquoi M. Manta ne peut-il pas recevoir d'indemnisation pour sa nouvelle maison qui devenait sa résidence principale? D'ailleurs, certains sinistrés de la région, dont la résidence est située aussi sur un terrain où ils ne peuvent reconstruire, subissent des pressions actuellement de leurs agents de la sécurité publique. Ils se font dire que tant et aussi longtemps que la municipalité n'acceptera pas de modifier son règlement de zonage afin de rendre le dit terrain non construisable, les sinistrés ne recevront pas le paiement total des indemnisations. Et à cet effet-là, je vais déposer une lettre adressée à un des sinistrés par la sécurité civile. Pourtant, selon l'article 24 du décret, il est clair que le propriétaire peut céder son terrain à la municipalité pour $1 et non pas doit céder son terrain. Pourquoi, à ce moment-là, la sécurité publique exige d'obtenir une résolution du conseil de ville qui modifie en ce sens son règlement de zonage en échange du paiement des indemnisations? En plus, la zone d'intervention spéciale, la ZIS, stipule que tant qu'elle sera en vigueur, aucune reconstruction ne sera possible. Alors, je redemande pourquoi le ministre exige de la municipalité une modification à son règlement. Réalisez-vous, Monsieur le Président, que la demande ou l'obligation de modifier les règlements de zonage afin de rendre non reconstruisables un ou plusieurs terrains se trouvant dans une zone va même à l'encontre de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Cette action s'apparente fortement à ce que l'on appelle du spot zoning, ce qui est, Monsieur le Président, je vous le rappelle, illégal. Les conséquences pour les municipalités sont nombreuses. Perte de taxes municipales, assumer les coûts notariés, assumer les coûts impliquant une modification de zonage, assumer les coûts d'entretien et d'assurance civile pour le terrain. Bref, cette option-là est inacceptable pour la plupart des municipalités. Je rappelle d'ailleurs au ministre que nous ne sommes pas à Amenord, mais dans le Haut-Richelieu. En conséquence, les citoyens sinistrés dont la propriété est démolie devraient être indemnisés, tel que convenu par le ministère, et ce, dans les plus brefs délais. Si le propriétaire, Monsieur le Président, garde son terrain, il peut encore le vendre ou payer les taxes sur un terrain non construit pour un montant qui va être très raisonnable, ou il le laisse aller pour défaut de taxes, puis à ce moment-là, il sera saisi par la municipalité dans quelques années pour défaut de taxes. Je vous rappelle que tant qu'il y aura un risque, la ZIS est maintenue, donc pas nécessairement perpétuellement, mais de toute façon, après, lors de la levée de la ZIS, la valeur du terrain sera alors en hausse, alors le terrain vaut presque rien actuellement. Donc, je demande au ministre de réviser sa décision par rapport à ça. Merci. Député d'Iberville. Alors, de nouveau, la parole est à vous, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, effectivement, le programme ne reconnaît pas les résidences secondaires. C'est une situation qui existe depuis que le programme existe. Un programme conjoint avec le fédéral. D'ailleurs,
Je pense qu'il est important de rappeler que le gouvernement fédéral participe au coût de réhabilitation et de rétablissement. De la façon dont le programme est fait, c'est que le premier dollar par habitant, et dans notre cas, on compte 8 millions d'habitants, donc je me servirai de 8 millions. Dans le cas du premier dollar par habitant, premier 8 millions de dollars, il est à 100% à la charge du gouvernement provincial. Donc, les indemnités qui sont versées viennent directement du gouvernement provincial. Dans le cas où les dégâts dépassent le 8 millions et vont jusqu'à 24 millions, le gouvernement fédéral investit à 50%. Dans le cas où ça dépasse 24 millions et ça va jusqu'à 40 millions, les indemnités du gouvernement fédéral, payées par le gouvernement fédéral, vont jusqu'à 75%. Et finalement, quand un dommage dans un événement dépasse 40 millions et plus, le gouvernement fédéral paie 90% des dégâts. Dans le cas qui nous concerne, où on pense qu'il y aura 83 millions éventuellement de déboursés de la part du gouvernement provincial, le remboursement du gouvernement fédéral va atteindre, je vais vous sortir le chiffre, là, qui est supérieur à 50%. J'ai le calcul en quelque part, je vous sortirai la donnée. Mais la raison pour laquelle je parle de cette situation-là est la suivante. C'est que les normes et les critères sont établis en collaboration entre les provinces et le gouvernement fédéral. C'est un programme qui est uniforme à travers tout le Canada et qui a pour objectif de rétablir, je le rappelle, les gens dans leurs biens essentiels. Et la nuance est importante. Ce n'est donc pas un programme d'assurance pour lequel les gens paient. C'est un programme où, quand il arrive une catastrophe naturelle, qui n'est pas couverte par les assureurs. C'est malheureusement la situation. Les assureurs ne couvrent pas ce genre de choses-là. C'est une exclusion quasi automatique. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde parce qu'il y a d'autres formules sur lesquelles il faudrait peut-être réfléchir. Mais dans ce cas-ci, c'est fort important de le rappeler. Et pour revenir au calcul que je vous mentionnais tout à l'heure, si vous le faites en chiffres, si effectivement le coût global est de 83 millions, la part du Québec serait de 24 300 000 et la part du fédéral de 58 700 000, donc supérieure parce que, évidemment, au début, ils ne payent pas. Après ça, c'est 50, 75 et 90 %. Donc, la part du fédéral serait supérieure à celle du Québec. Mais les normes sont les mêmes. Si nous sortons des normes, si nous allons en dehors des normes qui sont spécifiées là-dedans, nous ne sommes pas remboursés. Donc, point important. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. Ça peut être notre décision de le faire. Mais sachons-le. Sachons que les coûts deviennent celles du gouvernement provincial à ce moment-là, du gouvernement du Québec. Quant au problème plus particulier qu'a soulevé la députée concernant le fait que parfois des résidences secondaires étaient sur le point de devenir des résidences principales, c'est un problème que je reconnais. C'est un problème qui existe. Est-ce que c'est le cas de ce monsieur-là? Ce monsieur peut demander une révision de la situation. Ce sont des problèmes compliqués. Si c'était une résidence secondaire au moment du désastre, normalement, dans notre programme, c'est une résidence secondaire, donc n'étant pas admissible au programme, il ne peut recevoir aucune indemnité. Alors, je ne veux pas aller plus loin dans le cas spécifique de ce monsieur-là, mais je veux mentionner que les citoyens ont le droit de demander des révisions. Évidemment, ça ne veut pas dire que la révision va leur donner raison, mais au moins on nous apportera les arguments supplémentaires qui pourraient justifier des changements. Je pense que tout à l'heure, le député de Saint-Jean avait mentionné une chose bien importante. Les gens ont le droit d'aller en révision, c'est un fait. Et après l'écoulement des eaux, quand les eaux se sont retirées, il peut arriver qu'on découvre que les dégâts sont supérieurs à ceux qu'on avait initialement envisagés et à ceux qu'on avait initialement évalués. Donc, oui, révision possible. Est-ce que ça donnera satisfaction aux citoyens? On ne le sait pas, mais à tout le moins, il y aura un nouveau regard tenant compte de circonstances qui n'avaient pas été prises en compte et ça nous permettra de voir s'il y a lieu à ce moment-là d'apporter les correctifs qui sont faits. Pour ce qui est de la partie dézonage et demande de révision, malheureusement, mon 5 minutes est écoulé. Je reviendrai à la dernière présentation pour expliquer. Merci, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le député de Huntingdon, de nouveau, la parole est à vous pour 5 minutes. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président.
Merci, M. le ministre, sur les informations. Un dossier très important, on parle beaucoup du tourisme, on parle beaucoup des résidences, mais un dossier qui a touché, faut bien connaître la région, c'est le Jardin du Québec, au niveau de l'agriculture. Je pense que l'économie est basée dans la région, que ce soit le comté d'Iberville, Saint-Jean ou celui de Huntingdon. Je pense que l'agriculture est omniprésente. C'est de grandes fermes et c'est des revenus très importants. C'est des entreprises, excusez-moi le terme, ce n'est pas des fermes, c'est maintenant des entreprises que les gens, desquelles plusieurs familles vivent à travers la Montérégie. Et malheureusement, ils ont également été affectés par la crue des eaux. Il y a beaucoup de dégâts. Il y a quelques 1000 hectares de fermes qui n'ont pas pu être ensemencées au cours de l'an dernier. Donc, c'était vraiment une tragédie pour eux parce que lorsqu'un agriculteur perd son revenu pour un an, c'est comme si on disait à un restaurant, pendant un an, tu n'auras pas de revenus, mais continue à faire les paiements. Ce n'est pas une situation facile à ce moment-là. Donc, le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur place. C'est sûr et certain que partout à travers le Québec, les délais ont été très longs au niveau des ensemencements. Dans mon cas personnel, je vais vous dire, M. le ministre, je suis moi-même agriculteur. J'ai semé du soya au mois de juin, ce qui ne m'était jamais arrivé, et du maïs à la fin juin. On voit ça que très rarement. Donc, partout au Québec, c'était... les semis étaient très tard, mais dans la région du Haut-Richelieu, je vais vous dire, des champs qui avaient 5-6 pieds d'eau. On ne voyait pas la date des semis. Mais je pense qu'il y a des agriculteurs qui ont travaillé très fort. Il y avait des digues qui étaient brisées, les digues ont été réparées, ces agriculteurs-là ont pompé et certains agriculteurs ont pu ensemencer 100% des champs qui étaient inondés. Toutefois, il y a des zones où ça a été plus difficile, qui étaient vraiment impossibles. Lorsque les gens sont venus prêts à ensemencer au mois de juillet, il est venu un autre coup d'eau. Pas à la hauteur des inondations, mais on a dû abandonner malheureusement, donc c'est près de 1000 hectares. Juste donner une idée, le 6 mai, il y avait 170 fermes de touchées, c'était 2500 hectares qui étaient vraiment inondés, qui avaient plusieurs pieds d'eau. Le 20 mai, on est baissé de 150 à 2000, jusqu'au 10 juillet, où là, on a eu 106 fermes inondées et 835 hectares non ensemencés. Toutefois, lorsqu'on fait le tour des fermes, c'est 117 fermes qui ont vraiment eu des dégâts, qui n'ont pas pu semer ou que les dommages étaient très considérables au niveau des semis de foin ou de luzerne à ce moment-là. La plus importante des fermes, c'était 55 hectares. Ça part de 1 hectare à 55 hectares. Dans certains cas, c'était 80% des semis qui n'ont pas pu être réalisés sur la ferme. Le COSTA a fait en sorte que le ministre, en collaboration, il faut que je le dise, avec les agriculteurs locaux, avec l'Union des producteurs agricoles, aussi bien celle de Saint-Jean-Valleyfield ou de Saint-Hyacinthe, ont travaillé ensemble pour trouver une manière de soutenir ces agriculteurs-là. Et en sont venus une entente qu'on a dévoilée la semaine dernière. Un programme, je pense, qui a rassuré beaucoup les agriculteurs de la région, qui va permettre à chaque agriculteur, pour les superficies non ensemencées, de toucher 355 $ l'hectare. Et tout ça est fait en fonction du coût réel de location d'une ferme qui est estimé à 550 $ l'hectare. Certains étaient assurés parce qu'il y a un programme d'assurance récolte qui permettait de couvrir environ 200 quelques $ l'hectare, mais c'était pas suffisant pour pouvoir soutenir l'entreprise. Donc, Agri-Relance également une entente avec le fédéral qui permet 74 $. On a également permis un coût d'entretien. Donc, tout ça en fait en sorte que les agriculteurs, il n'y a personne qui va faire de l'argent avec ce programme-là. Mais au moins, ils vont pouvoir continuer, perpétuer la ferme et compenser une mince partie des pertes, mais sans les amputer pour les années futures au niveau des paiements. Le programme a donné, au niveau du Québec, c'est 380 000 $ qui seront versés aux agriculteurs. On parle de 455 000 $ pour les 117 entreprises avec le programme Agri-Relance qui provient du gouvernement fédéral. Et l'intention, c'est de régler les dossiers d'ici un mois. Il y a 4 personnes au bureau régional de Sainte-Martine, du MAPAC, Montérégie-Ouest, qui sont affectées au dossier. Les agriculteurs sont déjà rencontrés et ils ne vont avoir qu'une seule formule à remplir. Donc, on n'aura pas une formule à remplir au fédéral, une autre à la MSP, un autre au MAPAC.
Ce n'est qu'un dossier. Les gens vont être rencontrés. Les 117 agriculteurs, ils sont tous répertoriés actuellement. Et les 4 personnes attitrées au dossier vont rencontrer ces agriculteurs-là. Donc, c'est important. Je pense que c'est la base. C'est un facteur économique très important dans notre région. Donc, le gouvernement a répondu là, aux demandes et aux attentes des agriculteurs. Merci, Monsieur le député de Huntingdon. Et donc, de nouveau, la parole est au député de Saint-Jean pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. On va donner du temps au ministre pour répondre à la question par rapport aux terrains abandonnés que les municipalités ne veulent pas récupérer. On a, dans le Canada français, du 20 octobre dernier, le maire d'Utile, le maire de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, qui dit qu'il n'en veut pas de ces terrains-là. Donc, j'aimerais ça que le ministre réponde au maire d'Utile de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Et à la question aussi du maire d'Utile concernant la demande qu'il a faite à plusieurs reprises, à savoir que les municipalités n'ont toujours pas l'information de qui a ouvert des dossiers au ministère de la Sécurité publique pour l'Inde. On nous dit que c'est des questions de confidentialité. Le maire d'Utile, à ne pas confondre avec le ministre qui porte le même nom, le maire d'Utile a soumis une solution qui pourrait être inclue dans le formulaire. Donc, j'aimerais savoir où on en est par rapport à ça. Si ce n'est pas pour cette fois-ci, au moins pour les prochains sinistres. J'aimerais aussi revenir sur le fait que le ministre a mentionné tantôt la maison à Venise en Québec. Une petite correction comme ça. La maison a levé, effectivement, mais c'est parce qu'elle a été imperméabilisée à l'avant et non à l'arrière. Donc, c'est une des raisons qui explique pourquoi elle a levé. Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose, le ministre, tantôt, nous a dit que les gens se sont pris en charge. Effectivement, les gens se sont pris en charge, mais par défaut, parce que sinon, c'était une question de survie. C'est pour ça que les gens se sont pris en charge. Puis, on est très conscient que les gens sont forts intérieurement. Les gens ont des grandes forces qu'on sous-estime souvent, mais dans ces cas-là, on la voit ressortir. Le ministre, dans l'écho de Saint-Jean-sur-Richelieu du 26 octobre, disait qu'il fallait aller plus vite. Donc, le ministre estime qu'il faut aller plus vite. Quand je vois des gens qui sont encore, selon TVA Nouvelles, le 31 octobre, les gens vivent dans leur garage depuis le mois d'août et qu'on sait que les inondations ont lieu à partir de la mi-avril, je trouve qu'il y a matière à aller effectivement plus vite. On a aussi d'autres cas. Madame Louise Bergeron, qui est sur la sécurité du revenu, suite à des séquelles d'un cancer. Elle est encore à l'hôtel. Elle a été obligée de recommencer son dossier depuis le début, sa première évaluation étant de 4 000 $, mais les dommages réels s'élèvent en réalité à plus ou moins 150 000 $. Elle n'a pas obtenu une deuxième évaluation. Elle a dû faire une soumission qui a finalement été acceptée. Elle doit toujours représenter une nouvelle soumission amendée à mesure que les travaux avancent et ensuite attendre encore l'approbation et les chèques qui retardent grandement les travaux. Elle avait déjà 60 000 $ de travaux en cours. Elle n'a eu que 19 300 $ pour procéder. Heureusement, le contractant a accepté d'absorber les frais en attendant que le prochain chèque soit émis et les autres soumissions acceptées. Il y a 3 semaines, on lui a promis un chèque de 45 000 $. Elle n'a toujours rien reçu. Madame Josée Lefebvre, 3 enfants âgés de moins de 6 ans, n'ont eu que 3 000 $ jusqu'à présent. Suite à la deuxième évaluation, on lui octroie 10 000 $ pour réparer sa fondation. Le contracteur évalue l'ampleur des travaux à 30 000 $. Ils sont découragés. Les enfants n'en peuvent plus dormir dans le salon. Dave Riel. Les dommages évalués par l'inspecteur étaient de 7 000 $. Lors de la visite du contracteur, il apprend que sa fondation est finie, qu'il doit en refaire une nouvelle au coût de 118 000 $. La soumission du contracteur n'a toujours pas été acceptée. Avec les délais de traitement, il n'a toujours pas pu faire débuter les travaux et je l'ai dit précédemment, on sait qu'à partir de la mi-décembre, le coût pour des fondations augmente. Jean-Guy Givry, personne seule en rémission d'un cancer âgé de 74 ans. On avait évalué les dommages de sa maison à 4 500 $.
Quand le contracteur est passé, il a constaté que la maison s'affaissait d'un côté. Comme il n'avait pas d'argent pour faire réparer sa fondation, que les délais de traitement de la deuxième évaluation étaient trop longs et que les champignons nuisaient à sa santé, il a emprunté une roulotte pour y vivre jusqu'à la semaine dernière. Maintenant évacués, les travaux n'ont toujours pas débuté. Donc, j'aimerais savoir du ministre combien de cas ont été ouverts et combien de cas ont été réglés. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le ministre, de nouveau, la parole est à vous pour 5 minutes. Alors, Monsieur le Président, des cas individuels, il y en aura encore, malheureusement. Je constate, je sais, et ça m'apparaît malheureusement la situation qui doit être traitée le mieux possible. Tout à l'heure, le député de Saint-Jean disait « les gens se sont pris en charge, c'est une question de survie ». Je dois dire et je dois le répéter, le gouvernement peut faire de grands efforts, mais ces efforts-là ne sont véritablement productifs et positifs que si les gens collaborent, et c'est tout leur intérêt de le faire. Je regarde dans la situation d'Irène particulièrement, qui est une situation tout à fait différente de celle de la Montérégie. Dans le cas d'Irène, des restes de l'ouragan qui est venu des États-Unis et qui a balayé le Québec pendant 24 heures seulement, mais qui a causé de multiples dégâts. On avait mentionné aux gens d'être en mesure d'assurer leur sécurité puis leur survie pendant 3 jours, d'avoir ce qu'il fallait pour le faire, pour la raison suivante. On ne peut pas, la sécurité civile, quand arrive un événement comme celui d'Irène, différent, j'en conviens, de celui de la Montérégie, mais on ne peut pas régler en 24 heures 300 000 abonnés qui ont perdu l'électricité et une multitude de dégâts qui se sont étalés, dans ce cas-ci, sur 200 municipalités. Hein? Non pas 20, non pas 30, non pas 40. Il y a eu 200 municipalités au Québec, dont plusieurs, je dirais la moitié, n'avaient pas l'habitude de faire affaire avec la sécurité civile, ne connaissaient pas les programmes pour une raison bien simple. Ils n'avaient jamais eu de ce genre de dégâts-là. Alors, quand le député dit « heureusement que les gens se sont pris en charge », je dis « c'est absolument essentiel qu'il y ait une collaboration entre les gens et c'est leur intérêt de le faire. » Et ils l'ont fait, et je le répète, on doit le dire et l'apprécier. Les gens qui travaillent le plus fort ont souvent de meilleurs résultats. Il arrive des cas particuliers, qu'a soulevé le député de Saint-Jean. Il sait très bien que je ne suis pas au courant de chacun de ces cas particuliers-là. Nous avons mis en place les mécanismes qu'il faut pour nous assurer que le suivi se fasse le mieux possible. Est-ce qu'à la fin, il y aura un règlement satisfaisant pour l'ensemble des citoyens? J'ai déjà répondu que c'était malheureusement impossible pour la raison suivante. Le programme n'est pas un programme d'assurance. Le programme, c'est un programme de rétablissement dans les biens essentiels et à 80% seulement. Et quand on parle d'un dégât de 150 000, comme vient de le soulever le député de Saint-Jean, on constate rapidement que c'est 80% de 150 000, en supposant que ce ne soit que des biens essentiels dans ce cas-ci, on s'aperçoit immédiatement qu'il y a un manque à gagner de 30 000 $ pour les gens, même si ils obtenaient le maximum du programme. Et que 30 000 $, on ne trouve pas ça en dessous des feuilles d'un arbre l'automne. Et donc, la difficulté, elle est bien réelle et ce programme-là ne règle pas cette difficulté-là. Ce que nous avons le devoir de régler, c'est qu'à l'intérieur du programme tel qu'il est fixé, s'il y a à changer le programme dans le futur, on verra, à l'intérieur du programme tel qu'il est déterminé, d'aller le plus rapidement possible. Et de ce côté-là, nous avons pris les mesures pour que le programme marche le plus rapidement possible, entre autres par le dernier décret d'il y a une dizaine de jours qui nous permet d'avoir environ 1 200 dossiers qui sont complètement payés sur les 2 500 et j'espère éventuellement, rapidement, de monter ce chiffre-là à plus de 2 000 dossiers de façon à ce qu'on diminue considérablement le nombre de dossiers encore en règlement qui seront les plus difficiles, là. Comprenez bien que quand on va arriver vers les derniers dossiers, ce ne sera pas les plus faciles, ce ne sera pas les plus simples, ce ne sera pas les moins complexes. Quant aux municipalités, je l'ai mentionné également, on a mis un plafond au coût pour les municipalités. D'ailleurs, en général, ça ne pose pas de difficulté. Ce plafond-là semble avoir réglé l'ensemble des critiques que nous avions eues au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie et s'adapter. Mais il reste la question des terrains non désirés, de l'information municipalité, de d'autres difficultés qui se présentent avec les municipalités. Il faut les adresser.
Et encore là, je ne dis pas qu'il y a des solutions simples, je ne dis pas qu'il y a des solutions faciles, mais il y a le programme, il y a la façon dont on l'administre et il y a les conséquences pour les municipalités. Ce sont des phénomènes d'une ampleur nouvelle et nous avons l'esprit ouvert pour trouver des solutions acceptables pour les municipalités. Il peut y arriver qu'il y ait des désaccords à la fin, malgré tout, mais nous avons l'esprit ouvert pour trouver les meilleures solutions possibles qui conviennent à tout le monde. Merci, Monsieur le ministre. Et donc, de nouveau, Monsieur le député de Huntingdon pour 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que c'est important. On parle beaucoup, là, il y a des cas. C'est sûr que certains étaient toujours malheureux d'entendre des cas. Et souvent, c'est des gens, malheureusement, qui sont pris. Mais je pense que les efforts sont faits. Mais il y a également plusieurs cas. J'ai plusieurs courriels qui me sont envoyés à mon bureau. On recevait des cartes également au bureau de la Sécurité civile, des lettres de remerciement. Je vais vous en lire une rapidement, parce que je pense qu'on a d'autres choses. Monsieur le député de Huntingdon, je ne peux pas nommer mon nom, je crois, et son attaché politique. Merci de votre présence, attention, votre collaboration. J'en fais un point d'honneur de vous honorer dans mes relations. Bravo de votre bon travail, vous le faites avec cœur et c'est rare de nos jours. J'ai obtenu la permission de la Ville, de la Sécurité publique, de démolir et reconstruire une maisonnette de 27 par 34 à Saint-Pied-du-Sol. Donc, je vais taire le nom quand même, parce que c'est des dossiers quand même confidentiels. Mais je pense que de l'information, oui, il y a des cas, mais également, on parle très peu des cas qui ont été réglés. Les gens sont heureux. On reçoit des mémos au bureau, des courriels, des cartes même. Les gens nous remercient de notre présence. Et lorsque je parle de présence, dans l'introduction du député de Saint-Jean, j'ai un petit peu sursauté, et je veux revenir sur ça. Le député a dit qu'il n'était jamais convoqué, il n'était jamais approché par les gens lorsque venait le temps de faire une annonce, lorsqu'il y avait une rencontre. Et je vais vous dire, Monsieur le Président, j'ai assisté à toutes ces rencontres-là. Et presque tout le temps, les rencontres qui n'étaient pas sur les fils de presse, il a dit qu'il prenait les visites par les fils de presse. Je vais vous dire, les rencontres n'étaient pas sur les fils de presse et le député de Saint-Jean était là à ce moment-là. Donc, c'est assez particulier d'avoir entendu ce propos-là. Et les bureaux du ministre, je m'assurais d'informer également mes collègues parce que ce n'était pas un dossier qu'on voulait politiser, malgré le fait. Et lorsqu'on parle de politiser un dossier, Monsieur le Président, je pense que c'est important. Les gens vivaient dans des grandes difficultés. Psychologiquement, étaient très affectés. Et je pense que c'était pas le temps. Et je ne ressortirai pas les articles. On citait un article de journal tantôt, je vais en parler. Même le Canada français, le jeudi 19 mai, des propos regrettables, ça rentrait maudite politique, petite politique, excusez-moi les termes, je cite le journal. Interrogé par TVA Nouvelles, le député Dave Turcotte a lui aussi fortement critiqué les autorités municipales. M. Turcotte ne s'est pas fait de nouveaux amis à l'hôtel de ville. Oui. Oh, excusez-moi, fait le député de Saint-Jean. Vous ne pouvez pas nommer. Les conseillers dénoncent le député de Saint-Jean. Mais je pense que ce qui est important, c'est de bien informer. Lorsqu'on a une crise, je pense que c'est de bien informer les gens, de donner la bonne information. Et lorsque je parle de donner de la bonne information, je vais vous en donner un exemple flagrant qui est arrivé dernièrement, Monsieur le Président. Puis je ne veux pas faire ça pour faire politiser ou quoi que ce soit, mais lorsque je dis c'est bien important de ne pas politiser les dossiers ou quoi que ce soit, je vais vous donner un exemple qui est arrivé. Tout près d'un mois. Un communiqué qui a été mis le 23 septembre 2011. Inondation à Montérégie, les députés du Parti québécois exigent l'adoption du décret. Donc, on parle du vendredi 23 septembre. Je ne vous lirai pas le communiqué qui dit que le gouvernement se traîne les pieds. Il y a des citations de différents collègues que je retrouve ici, que le décret traîne, il n'est pas sorti. Mais je vais vous dire, Monsieur le Président, à ma grande surprise, le communiqué est sorti le 23 septembre et le décret a été adopté le 21 septembre, donc 2 jours auparavant. Puis encore plus loin que ça, il a été publié dans la Gazette officielle. Et en plus, il y a eu une rencontre avec les maires, une rencontre téléphonique pour leur expliquer le décret le 22 septembre. Et il y a un communiqué comme ça. Je ne l'ai pas compris encore, Monsieur le Président, mais le 23 septembre, 2 jours après l'adoption du décret, on demande à ce que le décret soit adopté. Donc, les propos un petit peu d'entrée de jeu disaient qu'il n'était jamais convoqué, qu'il n'était pas là, puis il était toujours là au point de presse. Il y avait même un article dans Le Soleil, je pense, de votre région, qui en faisait état de la présence du député dans les médias, du député de Saint-Jean. Donc, je pense que c'est important de dire, il faut arrêter de politiser le dossier. Je pense que les gens sont là, il faut les soutenir. Et des informations comme ça, lorsqu'on envoie un communiqué du 23 septembre, dire que le gouvernement se traîne les pieds, je pense que c'est de donner de la mauvaise information aux gens et de leur dire que le décret n'est pas encore arrivé lorsque le décret est adopté à ce moment-là. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, Monsieur le Président. Alors, merci, Monsieur le député de Huntingdon. Et donc, Monsieur le député de Saint-Jean, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président.
Maintenant, j'aimerais aborder la question de l'avenir. On ne souhaite pas qu'une situation comme celle que les gens du Haut-Richelieu ont vécue dans les dernières semaines, les derniers mois, se reproduise, mais il faut quand même prévoir. Donc, j'aimerais savoir de la part du ministre s'il y a des inspections, des infrastructures qui sont potentiellement affectées par la crue des eaux et les moyens financiers pour les réparer. On pense au pont Gouin, par exemple, qui a été fermé à plusieurs reprises. On pense à d'autres infrastructures qui, tout le long de la rivière Richelieu, ont été endommagées ou qui pourraient être endommagées. Donc, est-ce qu'il y a des évaluations? Est-ce qu'il y a des inspections? Et à ça, est-ce qu'il y a de l'argent qui va venir lié à ça? Ma collègue d'Iberville me rappelait par rapport au chemin d'accès. Beaucoup de personnes ont été évacuées durant les inondations parce qu'ils ont été isolés du reste de la terre, si je peux dire, à cause de l'inondation. Et les municipalités, dans certains cas, ont rehaussé les chemins. Dans d'autres cas, n'ont pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas d'autorisation du ministère des Transports du Québec. Donc, est-ce que le ministre a des contacts avec le ministre des Transports ou le ministre délégué aux Transports pour analyser la question de rehausser les chemins d'accès, faire en sorte qu'il y ait une aide du ministère des Transports à ce sujet-là, pour faire en sorte que s'il y a d'autres inondations, mais qu'on n'ait pas à revivre ce même drame d'évacuer autant de sinistrés? Une autre question. Est-ce que le ministère est en train d'élaborer un plan d'intervention d'urgence? Sachant que les maires s'inquiètent beaucoup de la prochaine crue parce que la rivière Richelieu est très élevée en ce moment, le niveau est très élevé. Sachant aussi que en date de la séance ordinaire du 12 octobre 2011, la MRC du Haut-Richelieu a adopté la résolution qui suit, que le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu demande au ministre de la Sécurité publique d'établir un suivi immédiat et constant du niveau de l'eau du lac Champlain et de la rivière Richelieu et d'instaurer dès maintenant des mesures préventives afin que toute intervention d'urgence soit réalisée dans les meilleurs délais et conditions au cas de crue subite des eaux, qui a été adopté à l'unanimité. Donc, savoir, est-ce qu'il y a aussi, parce qu'on sait qu'on a vécu le verglas chez nous, on se demande pourquoi que quand les gens de la sécurité civile arrivaient dans des municipalités, ces gens-là venaient d'ailleurs, je comprends, on a fait appel à des forces un peu partout, mais que ces gens-là arrivaient puis il n'y avait pas nécessairement toute la connaissance des municipalités, c'est-à-dire le portrait de la population, est-ce qu'ils sont branchés sur le réseau d'égouts ou un puits, etc. Donc, des fiches techniques par municipalité, des trousses d'informations électroniques et version papier, de toute la documentation du ministère de la Sécurité publique. Moi, j'ai assisté à la remise de la clé USB à la municipalité et, au fond, s'il n'y avait pas d'électricité dans la municipalité, ben, la clé USB, elle ne sert pas à grand-chose. Est-ce qu'il pourrait avoir une possibilité d'avoir des avis publics à trous? Parce qu'on demandait aux municipalités, chacune d'entre elles, de produire eux-mêmes l'avis pour les dommages, pour aviser les gens pour les douches, la toilette, etc. Donc, les municipalités devaient réécrire ça. Donc, un même avis pour tous, mais à trous. Un vrai post-mortem avec les élus municipaux, les députés, les autres intervenants. J'aimerais savoir aussi de la part du ministre où en est les démarches du premier ministre du Québec et du gouverneur de l'État du Vermont par rapport à la demande faite au premier ministre du Canada et des États-Unis par rapport au comité mixte international du niveau de la rivière. Et est-ce que l'État de New York est impliqué dans ces démarches-là? Est-ce qu'il y a des pourparlers? Est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce qu'il y a un protocole d'entente bonifié qui a été fait avec les forces armées pour qu'il y ait une meilleure arrimage? Parce qu'on le sait qu'on ne déplace pas l'armée comme on veut et quand on veut, ça, je comprends tout ça. Mais on sait aussi que l'armée a quitté, pas nécessairement au moment que le gouvernement du Québec voulait qu'elle quitte. Est-ce qu'il y a un meilleur arrimage qui se fait à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des stratégies pour faciliter l'écoulement plus rapide des eaux en cas de crue printanière similaire? Est-ce qu'il y a des négociations qui se font avec Parc Canada à ce niveau-là par rapport aux écluses, par exemple? Est-ce qu'il y a des discussions par rapport à, on avait déjà parlé avec le comité mixte international, d'avoir un barrage le long de la rivière Richelieu, de faire du drainage? Est-ce qu'il y a des discussions qui se font en ce sens-là? Les citoyens s'inquiètent beaucoup, surtout les riverains. À chaque matin, on leur rappelle qu'il y a eu des inondations et la crainte est là parce qu'ils voient la rivière Richelieu qui est assez haute. On ne contrôle pas ça, mais on peut au moins prévoir. Donc, c'est les questions pour le prochain bloc, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le ministre, la parole est à vous.
Alors, Monsieur le Président, on vient d'avoir une démonstration éloquente du fait que c'est moins long de poser des questions que d'y répondre. Alors, il y a une série de questions qui viennent de m'être posées qui sont considérables. Je vais essayer de répondre au plus grand nombre possible, mais vous comprendrez que répondre aux questions de façon élaborée, correctement, ce serait pas un bloc de 5 minutes que j'aurais besoin, c'est un bloc de 2 heures. Première réponse. Comité mixte international, le président Obama lui-même a donné son OK pour que le travail se fasse. On sait que le lac Champlain est en très grande partie aux États-Unis, la rivière Richelieu, elle, est toute au Québec et que c'est le goulot d'étranglement du lac Champlain, donc du travail à faire. Et ça m'amène à parler du deuxième point qu'a soulevé le député de Saint-Jean sur le rehaussement des chemins d'accès. Dans les règles qui régissent l'entente internationale, on doit éviter d'augmenter le risque des inondations. Augmenter le niveau des chemins d'accès ou augmenter le niveau des terrains pour éviter les inondations a pour effet de prendre l'eau et de l'envoyer ailleurs, de l'envoyer chez les voisins. Alors, quand on parle d'un terrain, ça n'a pas de graves conséquences. Quand on parle d'un chemin d'accès, ça a plus de conséquences qu'un seul terrain, mais ça n'a pas de graves conséquences. Mais si on parle de faire un rehaussement généralisé et des terrains et des chemins d'accès, nous avons une entente internationale qui interdit aux États-Unis de le faire. Ils ne peuvent pas le faire chez eux et on ne peut pas le faire chez nous pour éviter qu'on prenne l'eau et qu'on l'envoie ailleurs que chez soi. Donc, il y a des difficultés. D'où quand on parle d'immunisation des résidences, le refus de rehausser des terrains. Rehausser les résidences, oui. Les mettre sur pilotis, c'est un mode de construction qui est de plus en plus fréquent dans le monde, de mettre les maisons sur pilotis. Ça n'a pas pour conséquence d'envoyer l'eau ailleurs, parce qu'on sait que l'eau passe dessous la résidence quand ça monte, oui. D'ailleurs, dans mes voyages en Montérégie, j'ai été voir quelques résidents qui étaient sur pilotis qui n'ont eu aucun dégât parce que le niveau du premier plancher était au-dessus du niveau du rehaussement des eaux. Donc, ça leur a évité l'ensemble des dégâts et le faisant sans envoyer de l'eau chez les voisins. Pour ce qui est des infrastructures, le ministère des Transports est à son affaire et quand il arrive des situations, le ministère des Transports s'en occupe. Alors, on sait que non seulement Montérégie, mais ailleurs, surtout avec Irène, parce qu'Irène, ça a été des coups d'eau très spécifiques et donc ça a apporté des dégâts plus considérables à la voirie, que le ministère des Transports est en alerte, a des équipes, rétablit la situation, augmente en général la grandeur des ponceaux quand arrive ce genre d'événements-là, et donc est bien aux aguets sur les infrastructures. Quant au plan d'intervention d'urgence, le député l'a souligné, idéalement, si on savait ce qui va arriver avant, ça nous permettrait d'être mieux préparés pour intervenir, et c'est pourquoi le gouvernement a mis en place élabore un programme qui s'appelle Vigilance et qui permet de voir quels sont les risques d'avoir un événement similaire. On me dit qu'actuellement, l'eau est assez haute au niveau du Richelieu, plus haute que d'habitude. On me parle même de 60 cm à 90 cm plus haute que d'habitude à cette période-ci d'année. C'est un élément qui nous permet d'anticiper qu'il y a des risques encore pour l'an prochain. Et ainsi de suite, d'autres éléments de ce genre-là. Donc, d'abord, savoir qu'il y a un risque supplémentaire. Il faut l'évaluer, il faut le regarder correctement. Et si ce risque supplémentaire-là existe, bien, prévenir les municipalités, s'entendre avec eux, voir de quelle façon on peut réagir plus rapidement. Je pense plus particulièrement à la protection par des sacs de sable, là où c'est possible. C'est pas toujours possible, mais là où c'est possible, puis quand on peut le faire, d'arriver à temps, d'avoir des groupes électrogènes. Hein. Quand le député de Saint-Jean nous dit que la clé USB ne marche pas s'il n'y a pas d'électricité, il a tout à fait raison, mais sauf qu'il faut avoir des endroits où l'électricité marche en cas de risque de rupture. Et donc, ce sont des précautions élémentaires qu'il faut faire, non seulement pour faire marcher les clés USB, mais pour faire marcher également un centre opérationnel qui nous permet de collaborer et de suivre le dossier avec les municipalités. Donc, je vous dirais qu'il y a beaucoup de leçons qui ont été apprises des événements de l'année dernière. L'année dernière a été une année exceptionnelle au niveau des inondations, au niveau de certains glissements de terrain également, au niveau de l'érosion des berges dans le cas du Bas-Saint-Laurent, dans le cas de la Côte-Nord. Il faut s'en occuper. On a appris beaucoup. On s'améliore. On veut continuer à s'améliorer.
Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Huntingdon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis je pense que c'est important également. Je pense que tout le monde est conscient et toute formation politique, je pense qu'il faut regarder en avant également. Parce qu'on le voit, on demeure les 3 députés près du Richelieu. On le voit cet automne, je vais vous dire, c'est quand même inquiétant. On voit la hauteur du Richelieu à l'heure actuelle. On ne souhaite pas qu'il y ait encore des 100 cm, des 70 cm de neige à la fin avril. On va se croiser les doigts, mais je pense que c'est important. Il y a beaucoup de démarches qui sont faites actuellement. Il ne faut pas oublier que ça fait 4 mois que l'eau est partie. La demande a été faite officiellement par le premier ministre auprès du président Obama et également du premier ministre du Canada, M. Harper. Il y a déjà eu réponse de la part du gouvernement américain. Donc, tout ça se met en branle, suit son cours. Je pense que c'est important. Puis je pense que au-delà de toute politique, je pense que c'est important de regarder pour s'assurer de ne pas revivre ou de mettre les mesures en place pour avoir le moins d'impact possible sur une tragédie comme celle-là. Mais je pense que, pour terminer, il y a beaucoup de gens que je veux remercier. Je pense que c'est une crise, c'est une des plus importantes qu'on a vécues au Québec. Des gens ont perdu des biens essentiels, leur maison, des souvenirs également qui sont irremplaçables. Et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé un effort, qui ont mis beaucoup d'efforts lors de cette crise-là. Je pense aux différentes municipalités le long du Richelieu, que ce soit aussi bien de la part des employés municipaux qui ont mis des heures, comme je disais l'exemple tantôt de Saint-Paul-de-l'Élonois, qui n'ont qu'un employé municipal, je vais dire, il ne pouvait pas venir à lui seul, mais cet employé-là a fait des heures incroyables, supplémentaires également de la colle, qui sont dans mon comté. Ils ont pris des initiatives, je pense, qui sont très importantes. Et au niveau des élus, je pense que les élus, on les a vus, ont été présents, ils ont travaillé pour leurs citoyens. Il y en a même qui ont pris des initiatives. On a vu le maire de Saint-Armand, entre autres, qui s'est fait une digue, qui a évité plusieurs maisons d'inonder. Il y en a qui ont soutenu leurs citoyens, qui se sont déplacés dans les résidences. Il y a également le C3S. Qui est omniprésent, parce que je pense que pour certaines personnes, c'est une situation que tout être humain peut avoir la difficulté à vivre avec lorsqu'on voit les dégâts. Et c'est tout à fait normal. Je pense que ce n'est pas des cas d'exception, ce n'est pas un cas d'individu. Je pense que c'est normal que lorsqu'on vit une situation comme celle-là, qu'on a besoin d'aide et de soutien, et le CSS a été omniprésent. Un partenaire qu'on a beaucoup oublié, Monsieur le Président, c'est Hydro-Québec. Mon collègue de Saint-Jean, tantôt, parlait du manque d'électricité lors du verglas. Faut se souvenir, lui avait sa clé USB, mais dans les inondations, les gens avaient des pompes électriques dans les sous-sols. S'il manquait d'électricité demain matin ou pendant une longue période de temps, les pompes arrêtaient et les dommages s'avéraient beaucoup plus importants. Donc, il y a eu une réponse. Et surtout, il y avait des grands vents à cette époque, dans le temps des inondations. Les équipes d'Hydro-Québec ont été mobilisées et leur niveau d'intervention a été très, très, très rapide. Les pompiers volontaires des différentes municipalités. Saint-Paul-de-l'Élonois et Saint-Blaise, 2 municipalités probablement les plus touchées au niveau du nombre de résidences. Donc, 39 pompiers volontaires. Ça vous donne une idée. Ces gens-là, il faut le bien dire, pompiers volontaires. Donc, ce sont des bénévoles, ce sont des gens qui ont des emplois. Il y en a qui ont été libérés de leur emploi. Ils ont passé tous les 2 mois-là présents à soutenir leurs citoyens. La colle également, les pompiers ont été très utile parce que la colle, il faut comprendre, ce n'était pas des rues transversales, mais c'était le long d'un rang. Il fallait avoir accès aux résidences. Donc, les pompiers, à tous les jours, s'assuraient d'approvisionner les gens qui demeuraient sur place. Des pompiers volontaires, il y en a eu de partout au Québec, que ce soit, j'en ai vu de Saint-Clotilde, de Saint-Adèle même, qui est à 1h30 de voiture, qui sont venus une fin de semaine prêter un coup de main. La Sûreté du Québec, on parlait du verglas tantôt, je veux les remercier et les féliciter. On a eu d'excellents commentaires sur la Sûreté du Québec. Et ce que les agents me disaient, c'est qu'on met en application la première fois l'après-verglas, ce qu'ils avaient vécu. Et je veux les féliciter aujourd'hui également, le corps municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont été omniprésents. L'armée a été très critiquée, mais je pense que les soldats qui étaient présents étaient des gens. Il y avait même des jeunes soldats qui avaient des familles, qui étaient originaires de Saint-Jean, parce qu'il ne faut pas oublier également qu'il y a eu un collège militaire et qu'il y a la base des Forces armées canadiennes à Saint-Jean, donc il y avait des liens d'amitié. La plupart d'entre eux avaient passé par là. Les différents ministères également, les 10 000 bénévoles qui sont venus donner un coup de main dans la région. La sécurité civile, le sous-ministre que j'ai eu la chance, il est venu juste une fois, lui, mais il est resté pendant 2 mois dans le comté. Fait que c'est un plaisir de vous voir et toute votre équipe également. Et également les commerçants, les pompiers, je les ai passés tantôt. Les commerçants également
qui, je pense, ont fait preuve ils ont fait des dons aussi bien au CRS Richelieu. Donc, c'est un bel exercice de concertation. Les gens ont travaillé ensemble et surtout, ceux que je veux féliciter, ce sont les sinistrés, Monsieur le Président. Ces gens-là m'ont impressionné. Ils ont gardé un excellent moral pendant les 2 mois qu'ont duré la crise. Ils ont su aller chercher le positif de chacune des situations. Mais je veux les féliciter aujourd'hui. Puis leur dire qu'on est toujours avec eux. Puis comme eux, on souhaite qu'une tragédie comme celle qu'on a vécue ce printemps ne se reproduise pas. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député de Huntingdon. Et donc, ceci termine normalement la période des échanges, mais comme il n'y a aucun représentant du 2e groupe d'opposition, la parole revient encore pour une durée de 5 minutes à Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Depuis le début, j'entends le ministre répondre à nos questions. Souvent, je comprends, là, il tente de répondre avec le temps qu'on lui répartit. Mais la situation n'est pas si rose que ça. Hier soir, à Saint-Blaise-sur-Richelieu, avait lieu une rencontre de sinistrés. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai demandé d'avoir des séances d'information, de nouvelles séances d'information. Elles ne sont toujours pas venues. Donc, il y a un comité de sinistrés qui s'est mis sur pied. Et lors de cette rencontre d'hier, voici quelques constats que les sinistrés nous ont fait part. Les sinistrés se sentent abandonnés. Ils obtiennent toujours l'information à la miette et ont rarement l'heure juste la première fois qu'ils posent une question. Le traitement de leur dossier dépend encore trop de la personnalité ou de la débrouillardise de leur analyste. Quand il ne reste que 50% des biens qui sont admissibles et qu'on les rembourse à 80%, il est difficile de rester serein. Il y a eu ça c'est quelqu'un qui nous a dit ça, la personne a vécu beaucoup plus qu'un dégât d'eau. Au mois d'avril dernier, sa vie s'est arrêtée. Un autre cas, un inspecteur qui est venu faire la 2e évaluation d'une sinistrée lui a carrément avoué qu'il n'avait pas les compétences pour faire cette évaluation. On a perdu ça c'est un autre sinistré, on a perdu notre statut de citoyen lorsqu'on est devenu sinistré. Je comprends que c'est pas le fun, non? Mais c'est ce que les gens ont comme impression. Et cependant, ces gens-là ont des solutions, ont des propositions à faire. Et je vais en rappeler quelques-unes que j'ai déjà énumérées précédemment, mais je juge important de les rappeler pour donner peut-être un peu plus de temps au ministre pour répondre à certaines d'entre elles. Une équipe de professionnels dédiés aux sinistrés pour les aider dans leur démarche. Une liste claire des procédures pour obtenir le paiement de leurs factures. Une ligne d'urgence, un guichet unique, où ils pourraient poser des questions et obtenir des réponses exactes. Que le ministère paye tous les tests d'eau et d'air nécessaires. Pour l'instant, le ministère n'en paie qu'un seul, ce qui fait en sorte que lorsqu'il y a une décontamination, que la décontamination est faite, le test de vérification n'est pas payé. Il y a une sinistrée qui en est même à son 5e test. Traiter en priorité les gens qui sont à risque au niveau de leur santé. Que les analystes envoient régulièrement une mise à jour de leur dossier aux sinistrés. Que le 3 000 $ pour la prévention soit payé en entier. Depuis que le montant a été augmenté, suite à nombreuses revendications que nous avons faites par les députés de l'opposition à ce sujet-là, rares sont ceux qui ont obtenu le 3 000 $ pour la prévention, malgré la production de leurs factures. Ils réclament aussi un service à la clientèle qui vise le règlement rapide et efficace des dossiers. Et je pourrais ajouter, Monsieur le Président, par rapport à la question des résidences secondaires, qui dans les faits n'en sont pas vraiment, selon notre analyse, que la députée de d'Iberville, ma collègue, a soulevé tantôt. Écoutez, la personne a entamé des démarches légales pour acquérir sa propriété et pour vendre son ancienne propriété. Selon nous, ça ne doit pas être considéré comme une résidence secondaire. Donc, le ministre a répondu à un certain nombre de nos questions aujourd'hui. Mais j'aimerais ça qu'il prenne un engagement ferme de sa part à ce sujet-là. Si dans le cas de M. Manta, que ça se confirme, il va faire des vérifications avec les gens de son ministère certainement, qu'il prenne l'engagement aujourd'hui que pour tous les gens qui ont eu des engagements légaux d'entamer, dans le cas de leur résidence, qu'on dit secondaire, mais qu'on ne devrait pas appeler ça comme ça selon nous, que le ministre s'engage à régler ces cas-là.
Moi, je pense que comme ministre, il doit aujourd'hui faire part d'ouverture et de souplesse à ce niveau-là. Parce que la vie n'arrête pas parce qu'il y a une inondation. Les gens continuent à faire leurs transactions immobilières comme c'était prévu, mais la vie continue. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont pénalisés pour une situation qu'ils n'avaient pas prévue. Le gouvernement, tantôt, le député d'Huntingdon a dit qu'il se croisait les doigts pour pas que ça se reproduise. Il ne faudrait pas que le gouvernement se croise les bras sur cette question-là. Et le sinistré en question, M. Manta, et d'autres personnes dans ce cas-là, apprécieraient beaucoup un engagement ferme aujourd'hui de la part du ministre pour solutionner leurs difficultés. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Alors, nous en sommes maintenant aux dernières interventions. Monsieur le ministre, vous disposez d'un maximum de 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. D'ores et déjà, je veux préciser une chose. Je suis très sensible à la situation des sinistrés, mais même un ministre n'est pas au-dessus des lois qu'il mène. Et moi, je dis aux députés de Saint-Jean, je dis à la Commission ici, quand c'est légalement possible de régler des dossiers de bon sens, on m'a soulevé plusieurs dossiers ici, quand c'est possible de régler des dossiers de bon sens et que c'est à l'intérieur de la loi, c'est oui la réponse. Quand, malheureusement, ce n'est pas légal, je n'ai pas l'autorité. Le ministre n'a aucune autorité pour transgresser la loi. On peut estimer que la loi est mal faite. Il est possible que la loi ait besoin d'amélioration. Il faut le regarder pour le futur. Mais ici, à l'Assemblée nationale, on passe régulièrement de nouvelles lois pour cette raison-là, parce que nos lois sont imparfaites, parce que la situation évolue, parce que les choses ne sont pas ce qu'elles étaient dans le passé pour une raison ou pour une autre, parce que on améliore nos lois. Mais, entre-temps, le ministre, quelle que soit sa bonne volonté, quelle que soit sa bonne foi, puis je ne pense pas que l'opposition ait mis en doute ma bonne foi dans ce dossier-là, ne peut pas être au-dessus des lois. D'ailleurs, je regarde tous les efforts que nous avons mis et je constate que ces efforts-là ne sont pas reconnus par nos opposants. On nous parle de cas particuliers, et avec raison, puis je pense qu'il faut le faire. Il faut aller voir les cas qui sont pénibles, puis voir de quelle façon on peut les régler, et j'en suis. Mais est-ce que ce serait si pénible que ça pour l'opposition de reconnaître les gestes importants qui ont été posés? 17 nouvelles mesures, plusieurs décrets, un décret d'accélération du dossier dans une année record de difficultés et d'inondations. D'ailleurs, l'année passée, en 2010 et 2011, il y a eu 1221 réclamations pour dégâts pour un montant de 12 900 000 $. Cette année, on est à plus de 4 000 dossiers. Ça a multiplié par presque 4. Moi, quand on me dit 4 000, je pense que c'est plus que 4 000. Là. Il reste quelques mois avant la fin de l'année. Et on a déjà déboursé plus de 40 millions de dollars, si on tient compte des deux événements. Donc, des efforts considérables qui sont faits pour essayer de régler cette situation-là, sachant que, malheureusement, être sinistré dans le cadre des programmes actuels, qui sont des programmes de dernier recours, qui sont des programmes de rétablissement des biens essentiels seulement, il y a des conséquences financières qui sont difficiles pour les sinistrés, on le conçoit. Mais il y a eu quand même d'excellentes choses. SOS Richelieu est un événement extraordinaire. Et la prise en charge et l'initiative de gens, et je pense plus particulièrement à son président, M. Michel Fecteau, ont été quelque chose d'extraordinaire. Tout le Québec a été témoin des 3 journées de corvée qui ont été faites. Tout le Québec a été témoin de la bonne volonté de gens de l'extérieur qui ne connaissaient pas nécessairement des gens dans la vallée du Richelieu qui sont venus aider bénévolement pendant au moins une journée pour certains, parfois 2 jours, au rétablissement de la vie normale de ceux qui avaient été sinistrés. Je rappelle, parce qu'il est important de le rappeler, que le premier objectif de la sécurité civile, c'est la protection des vies. Si on avait perdu des vies par négligence ou parce qu'on n'avait pas fait notre travail ou qu'on n'avait pas informé les gens correctement des dangers, on nous le reprocherait amèrement aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait, de l'autre côté, dire aux gens de la sécurité civile, bravo, vous avez fait un travail formidable au niveau de votre premier objectif qui est d'alerter les gens, de les informer des risques et donc de préserver les vies et d'éviter des blessures qui seraient des blessures si sérieuses que les gens ne retrouveraient pas
leur qualité de vie dans la suite. Bravo aux gens de la sécurité civile pour ça. Bravo également pour la protection des biens. Ils ont collaboré avec les gens. On sait l'effort considérable qui a été mis. Tout à l'heure, le député de Huntingdon a parlé de l'ensemble des gens qui sont intervenus, y compris l'armée, et de la multitude des efforts qui ont été faits pour une situation exceptionnelle. 3 hausses à un niveau record. 6 de mai, 23 mai, 2 juin. Il y a eu 3 pics de hausse à des niveaux records. Ça a duré plus de 6 semaines, 8 semaines dans certains cas. Ça a été extrêmement pénible pour les gens qui ont vécu ça, on le sait. Mais tout le monde y a mis du sien et tout le monde a travaillé très fort pour éviter que ça ait des conséquences à long terme. Il y a des gens qui en ont des séquelles sur le plan de la santé. Le ministère de la Santé, d'ailleurs, a toujours été présent dès le départ à ce niveau-là, a soutenu les gens sur le plan psychologique qui avaient des difficultés, continue à le faire pour ceux qui ont ce genre de besoin-là. C'est normal de le faire. L'avenir va bénéficier, parce que j'imagine qu'il y aura d'autres sinistres. Monsieur le Président, on regarde, est-ce que c'est le fait des changements climatiques? On le dit, je ne veux pas faire un grand débat sur le bien fondé des changements climatiques ou non, mais on remarque qu'il y a une augmentation des dommages qui sont causés par les sinistres partout dans le monde, puis que le Québec ne fait pas exception à ce genre de situation-là. Donc, on pense que malheureusement, pour l'avenir, il y a un risque que ce genre de situation-là se reproduise. Nous allons bénéficier de toute l'expérience, des modifications qui ont été faites au décret. Ces modifications-là sont importantes. Ces modifications-là apportent des bonifications importantes. Je veux dire ici à la Commission qu'on fait suivre ces modifications-là pour d'éventuels dégâts. On ne recommencera pas à neuf. Ce que nous avons appris, nous l'avons appris. Et y inclut le décret d'accélération que nous avons adopté dernièrement pour ces dégâts-ci, de façon à ce que dans le futur, on ait également la même situation. Juste à titre d'exemple, on a fait une évaluation du nombre de dossiers de moins de 5 000 $ dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Et sur les 457 dossiers qui restaient à régler, il y en avait 290. Et si vous faites le pourcentage, vous arrivez à quelque chose comme 63 % des dossiers qui étaient des dossiers de moins de 5 000 $, qui, pour des raisons de règles, ne se réglaient pas. Bien, les règles y ont été modifiées, M. le Président. Je suis allé au Conseil des ministres, puis quand je me suis aperçu que ce qui était en cause, ce n'était pas le nombre d'analystes, ce n'était pas les équipes d'accompagnement, mais nos règles, on m'a fait des recommandations qui ont été adoptées rapidement au Conseil des ministres, et depuis 10 jours, on a plus de 1100 dossiers qui ont reçu 100 % de l'évaluation qui avait été faite. Est-ce que ça veut dire que toutes les évaluations étaient parfaites et correctes? Les gens ont le droit de demander une révision si jamais, même s'ils ont reçu 100 %, si jamais ils constatent que les dégâts, pour une raison quelconque, sont bien supérieurs à ceux qui avaient été initialement anticipés, parce que quand les eaux se retirent, quand on regarde par la suite ce qui se passe, on découvre parfois certaines choses. Mais ça n'enlève pas le mérite, je pense, d'avoir apporté une accélération qui est fort importante pour le bien-être, le mieux-être de nos gens et pour régler cette question-là. Mais je termine sur un constat qu'il faut que la population se rende compte. Parfois, la population est un peu sévère à l'endroit des sinistrés en disant, bon, ils sont à un endroit où ils risquent d'avoir des sinistres, donc est-ce que c'est la faute du gouvernement? Est-ce que c'est le gouvernement qui doit payer? Je pense qu'il faut que les citoyens comprennent qu'ils sont un peu sévères de ce côté-là. Il y a eu beaucoup plus de sinistrés. Il y a des gens qui n'avaient jamais eu de sinistre de leur vie, que ce soit dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie ou à cet endroit-là, qui ont eu des sinistres cette fois-ci. Quand Irène est passé, il y a plus de la moitié des municipalités et des gens qui vivent dans ces municipalités-là qui ont subi des dégâts à cause de Irène, qui n'avaient jamais eu de dégâts. Donc, les sinistres là, ne suivent pas nécessairement le courant de la rivière Richelieu ou du fleuve Saint-Laurent. Ils suivent d'autres courants qui s'appellent changement dans le climat, qui s'appellent difficultés supplémentaires et qui s'appellent on a des situations difficiles un peu partout, et avec la conséquence que, puisque notre programme est un programme de rétablissement et non pas d'assurance, un programme de maintien des biens essentiels et non pas de recouvrement de l'ensemble des dommages, les sinistrés, souvent, ont à payer
environ 45 de leurs dommages. C'est une moyenne, dans certains cas c'est moins, dans certains cas ça peut être davantage, mais environ 45 de leurs dommages. Alors, Monsieur le Président, je vous fais faire le calcul relativement simple. 10 000 de dommages, 4 500 de déboursés. 20 000 de dommages, 9 000 de déboursés pour le citoyen. 30 000 de dommages, et ainsi de suite, là. Comptez le 45 et vous voyez qu'on le constate, c'est pénible pour les sinistrés. Personne ne fait exprès au Québec pour être un sinistré, et c'est normal que le gouvernement vienne soutenir au moins des biens essentiels, vienne permettre aux gens de se rétablir dans leur situation antérieure autant que faire se peut. Merci, Monsieur le ministre. Alors, pour la dernière période de 10 minutes, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Ce que je constate, c'est que le ministre refuse de s'engager à solutionner des cas comme M. Manta par rapport aux résidences secondaires qui, selon nous, ne sont pas des cas de résidences secondaires. Ce qui est vraiment le symptôme que l'appareil gouvernemental a de la difficulté à s'adapter aux réelles préoccupations des Québécoises et des Québécois. Le ministre nous dit qu'il n'est pas au-dessus des lois. Dans ce cas-là, ce n'est pas une loi, c'est un programme d'aide. Un programme, ça doit être pour de l'aide, donc d'aider les gens et d'être capable de s'adapter. Le ministre, à plusieurs occasions aujourd'hui, a dit que dans certains cas, il n'avait pas pu faire telle chose, il avait modifié le décret, il avait fait un nouveau décret. Dans ce cas-là, il pourrait agir en ce cas-là. Là, on nous dit que c'est parce que c'est un programme conjoint avec le gouvernement fédéral. Encore une autre preuve que le gouvernement fédéral ne comprend pas les préoccupations des gens du Québec, puis même des gens du Canada dans certains cas, parce que ce drame humain, ça peut arriver partout sur la planète. Le ministre nous dit que les sinistrés sont un peu sévères à l'endroit du gouvernement. Les sinistrés sont aussi tannés et écœurés de vivre dans leur roulotte, de vivre dans leur garage ou de vivre à l'hôtel. Ils ont hâte d'avoir leur propriété. À leur place, là, je serais peut-être encore plus sévère. Mais je comprends que ces gens-là ont du courage puis de la patience, mais à un moment donné, ils ont aussi des limites. Le ministre nous dit qu'on ne le félicite pas assez ou qu'on ne félicite pas assez le gouvernement pour les bons coups qu'ils font. Moi, je n'ai jamais eu peur, en politique, de féliciter un gouvernement ou un ministre, peu importe quel qu'il soit, quand il fait un bon coup. La preuve, j'ai félicité le gouvernement quand ils ont créé l'équipe économique. Je l'ai dit au premier ministre, puis on l'a dit publiquement. On a aussi félicité le ministre quand il a créé l'escouade spéciale pour aider les sinistrés suite à nos interventions ici à l'Assemblée nationale. Quand le gouvernement fait des bons coups, on va le dire. Mais on va aussi dire quand le gouvernement ne fait pas des bons coups. Ça, c'est important de le rappeler. C'est notre rôle comme député, c'est notre rôle de défendre notre population, des gens qui n'ont pas nécessairement notre voix, qui n'ont pas nécessairement l'occasion de le faire autant que nous, on peut le faire, de vous rencontrer, de rencontrer le ministre et d'agir en conséquence. Tantôt, précédemment, le député de Huntingdon nous a parlé que ça a été une année record à l'international de Montgolfière. Effectivement. Mais avec la programmation qu'on avait aussi, c'était des artistes extraordinaires partout de la planète et c'est une équipe extraordinaire, les gens de l'International de Montgolfière. Mais j'aimerais aussi que le député d'Huntingdon souligne le fait que ça a été une année médiocre pour le labyrinthe Arctic Garden dans ma circonscription où ils ont eu de la difficulté à arriver. Donc, oui, effectivement, il y a eu des bons coups, mais il y a aussi des gens qui ont de la difficulté. Ça dépend des créneaux, effectivement, mais c'est difficile pour certains. Le député d'Huntingdon a essayé tantôt de signifier que j'avais attaqué les autorités municipales. Si le député d'Huntingdon était, en lisant l'article du Canada français, donc si le député d'Huntingdon avait lu le Canada français de la semaine suivante, il aurait vu que le journal a rectifié ce qu'il avait écrit la semaine d'avant et en disant que j'avais été mal cité par rapport aux autorités municipales, j'attaquais le gouvernement du Québec et en entrevue à Mongrain, c'était vraiment le gouvernement du Québec. On pourra sortir le verbatim si le député d'Huntingdon insiste tant que ça. Ce qui me permet de ressouligner les efforts et le travail extraordinaire des employés municipaux et de tous les gens qui ont œuvré le long des inondations, comme je l'ai fait dans mon introduction. La preuve, dans mon introduction, j'ai souligné le travail extraordinaire qui a été fait par les employés de la sécurité civile, parce que je considère effectivement qu'ils ont fait un travail extraordinaire dans les moyens qu'on leur a donnés. Et ça, ce n'est pas les employés qui décident des moyens, c'est le gouvernement qui décide des moyens qu'on leur donne.
Par rapport à l'armée, j'aimerais réintervenir à ce sujet-là parce que moi, j'ai pour mon dire que, étant une ville garnison, le député de Huntingdon l'a mentionné, on a le collège militaire, on a la garnison aussi à Saint-Jean. Et la présence des militaires est très présente à Saint-Jean. Mais on dit, puis les militaires eux-mêmes voulaient venir nous aider. On a eu des discussions avec les soldats, mais avec aussi les dirigeants des forces armées à Saint-Jean, de la garnison et du collège. Et les gens voulaient intervenir, mais ça prenait un accord du gouvernement fédéral et aussi du gouvernement du Québec. Moi, j'ai pour mon dire, et les sinistrés aussi, si l'armée est arrivée avant, on aurait pu prévenir et réduire le nombre de dégâts. On n'aurait pas pu tout éliminer, on n'aurait pas pu empêcher l'eau, on n'aurait pas pu se mettre en bras, les bras en croix, puis empêcher l'eau de monter. Non, c'est pas ça que je dis aujourd'hui. Sauf qu'on aurait pu quand même avoir moins de dégâts et faire en sorte de gagner du temps, ou ne serait-ce que de permettre aux sinistrés de se reposer un peu plus parce qu'ils s'occupaient 24 heures sur 24 de leur pompe ou de mettre des sacs de sable. Le ministre aussi nous a parlé qu'il n'est pas au-dessus des lois, mais ma collègue d'Iberville l'a si bien mentionné, comme l'a si bien mentionné précédemment. En ce moment, le ministre ou le gouvernement, on se demande pourquoi transgresse-t-il la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en demandant de modifier le règlement de zone aux municipalités. Donc, dans le cas où, pour les municipalités, c'est correct, on peut faire fi de la loi, mais dans le cas de certains sinistrés, ce n'est pas correct. Le ministre a aussi mentionné à plusieurs occasions, a fait des liens avec les inondations suite à Irène. Je trouve ça très délicat de comparer une catastrophe naturelle qui a eu des conséquences sur quelques jours, ou du moins que quelques jours les gens ont été inondés, à une situation où les gens ont été inondés pendant plus de 2 mois. Les comparaisons sont toujours boiteuses dans ces cas-là. Mais comme le temps me presse, j'aimerais rappeler certains éléments. Il y a encore des gens à l'hôtel, dans les roulottes, ou même, comme TVA le rapportait, dans les garages. Il ne faut pas que les gens aient encore l'impression d'être abandonnés par le gouvernement après 6 mois d'incertitude. À cause du manque d'informations, il y a des gens mal intentionnés qui sont sur le terrain et qui profitent de la détresse des sinistrés. Il faut dénoncer ça, puis il faut aussi poser des gestes en conséquence. À la lumière des événements, nous pouvons voir que le gouvernement a improvisé et n'a pas de plan d'intervention clair en cas de catastrophe du genre. Je comprends qu'on apprend, mais il va falloir aussi maintenir et avoir une rétention des connaissances qu'on apprend. On a quand même vécu le verglas. À l'ère du réchauffement de la planète, nous pouvons penser sans être alarmistes que nous devrons encore faire face à de telles catastrophes dans l'avenir. Il nous faut donc être prêts à réagir et éviter toute détresse chez les victimes. Il faut donc avoir un plan de communication, un plan d'action, des stratégies, faire en sorte que les gens se parlent, que les gens interagissent, mais aussi que les gens se connaissent et que les gens puissent apprendre à travailler ensemble. On pense par exemple aux radios amateurs qui peuvent être mis dans le coup et dans le cas des inondations, peut-être qu'ils n'ont pas été nécessairement interpellés autant qu'ils auraient pu agir, mais dans le cas du verglas, ils ont été très utiles et ces gens-là sont prêts à aider dans ces cas-là. Il ne faut pas jouer à l'autruche et penser que parce que les choses commencent à entrer dans l'ordre, que les choses ont roulé rondement. Au contraire, il y a eu du sable dans l'engrenage. Effectivement, le gouvernement a imprimé beaucoup de chèques dernièrement. Les gens sont très contents, mais malgré tout, il y a quand même des gens qui attendent et ces gens-là ont attendu longtemps. Mais, comme le gouvernement, le ministre semble dire qu'on ne les félicite pas assez, moi, je suis toute prête à le féliciter quand il posera des gestes. Et pour ça, je lui réitère notre demande par rapport aux résidences secondaires qui, selon nous, n'est pas des résidences secondaires. Avoir un plan d'action et un plan d'intervention. Avoir les résultats des comités qui ont été créés, même annoncés par le premier ministre lors de sa venue dans notre circonscription. Moi, ici, je les ai toutes. J'ai toutes gardé les communiqués puis les avis des médias là, de toutes les rencontres. On les a ici. Là, il y en a une couple. Là. Quand même, le premier ministre est venu le 28 mai annoncer l'équipe spéciale d'hébergement temporaire, l'équipe spéciale de nettoyage et reconstruction, l'équipe spéciale de réaménagement du territoire. Par la suite, il a créé l'équipe spéciale pour l'économie suite à notre suggestion que je suis allé le voir après la conférence de presse. Donc, avoir un bilan de ces équipes spéciales
spéciales-là qui ont été créées. Sûrement que ces gens-là ont fait un excellent travail. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas et qu'on ne le sait pas. J'ai posé plusieurs questions en ce sens-là. Je n'ai pas eu de réponse à ma satisfaction. Donc, je comprends que le ministre ne pourra pas réagir maintenant, mais il aura tout le loisir de le faire par l'action. C'est plus payant et plus intéressant pour les sinistrés que par des discours ici à l'Assemblée nationale. Donc, je vous remercie, Monsieur le Président, de nous avoir donné l'occasion de transmettre et d'amener par notre propre voix la voix de nos citoyens des circonscriptions touchées et des sinistrés et faire en sorte que ces sinistrés-là puissent avoir l'aide auquel ils ont droit de la part du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette interpellation. Je veux vous remercier en particulier pour la qualité de vos interventions et pour la sérénité du débat, si je peux me le permettre. Et je lève donc la séance et la commission ayant accompli son mandat ajourne ses travaux sine die.